3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de Live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, après vous avoir abreuvé tout l'été des vidéos qui concernaient mon top 100 NBA 2023, j'ai décidé de faire un grand débrief. Ici, comme l'année dernière, je vais vous dévoiler tout plein de stats à propos de mon top 100, mais surtout, je vais comparer le mien avec le vôtre. Parce que oui, vous avez été très nombreux à m'envoyer votre top, je vous parle de tout ça juste après, et l'analyse de vos mails a été très riche. Donc du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va comparer tout ça, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quels sont les plus gros blasphèmes de mon top 100 NBA 2023 ? Alors, après toutes mes vidéos top 100 NBA 2023, donc c'est-à-dire le top 100 des joueurs NBA à l'heure actuelle, c'est ce que j'expliquais, il ne s'agit pas des joueurs qui ont fait la meilleure saison, ou des joueurs sur lesquels je compte le plus à l'avenir, ou qui ont le meilleur potentiel, non, ou encore moins justement des joueurs qui sont, des joueurs vis-à-vis de, qui seraient jugés vis-à-vis de leur salaire et des attentes. Non, tout ça on oublie, on essaye de décontextualiser au maximum, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon top 100, et l'idée c'était juste de prendre les joueurs qui pourraient me permettre de gagner un titre le plus possible si je le jouais demain, si je jouais le titre demain, si je voulais être le plus ambitieux possible. Et c'est comme ça en tout cas moi que j'ai fait mon top 100 et que je vous ai présenté de la place 100 à 1. Ça a créé bien sûr énormément de débats, que ce soit sur Twitch, que ce soit dans les commentaires YouTube, il y en a certains qui ont débattu avec pas mal d'animosité aussi, ça fait partie du jeu, même si je pense qu'on peut débattre sans ça, mais c'est pas grave. Et quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je vous avais proposé aussi de participer à ça, avec un petit concours à la clé, on en reparlera tout à l'heure, qui permettait de gagner un League Pass, et vous avez été super nombreux à m'écrire et à m'envoyer vos top 100. Et pour ça, je vous remercie. Vous avez été un petit peu plus d'une centaine, 101 de mémoire, donc c'est marrant, je pensais que pour un top 100 vous alliez être 100, non, 101 de mémoire, et franchement, en fait si, je vois que Sacha s'en rend compte dans le chat, l'année dernière vous étiez pas autant, et ça représentait un taf de grand malade de tout décompter. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut bien m'aider l'année prochaine pour compter les mails, je prends, parce que si vous continuez à en envoyer de plus en plus, ça va être un boulot de dingue. Là, je suis content d'être arrivé au bout. J'ai vécu un week-end qui a été noyé sous les chiffres et les tableurs, je vous avoue, j'en peux plus. C'est pour ça que je dois être fatigué là ce soir, parce que clairement, le débrief des top 100, ça m'a pris un temps fou. Mais mine de rien, ça a donné des choses super intéressantes. En fait, parmi vos participations, ce que je disais, de mémoire, je crois qu'il y en avait 101, et il y en a exactement 96 que j'ai pu prendre en compte, parce que j'ai dû en écarter certaines, donc 5 de mémoire, et notamment, en fait, c'était même la seule raison, quand il y avait des joueurs en doublon, et finalement, c'était souvent, pas tant que ça, mais mine de rien, c'est arrivé 5 fois. Et désolé là les mecs, mais il faut vous relire un petit peu et faire attention, je peux pas prendre en compte des top 100 qui n'ont pas été faits avec sérieux, et quand vous me mettez par exemple un Miles Turner qui est à la fois à la 50e place et à la 74e place, ça n'a plus aucun sens, il y a un souci, ça fausse tout, et désolé, c'est une participation que j'ai dû annuler parce que je ne pouvais pas la prendre en compte et elle ne pouvait pas non plus participer au tirage au sort. Donc voilà, si vous voulez éviter ça l'année prochaine, clairement, relisez-vous et évitez de mettre 2 fois le même joueur parce que ça n'a aucun sens. Et non, en plus de ça, c'est vrai, ça aurait pu être un Cam Johnson et un Keldon Johnson. Dans ce cas-là, il y avait 2 Johnson. Certains m'ont fait ça aussi, mais j'arrivais à me douter plus ou moins de qui était qui. Par contre, des Miles Turner, c'était clairement Miles Turner qui avait été 2 fois. Il y avait plusieurs exemples, il n'y avait pas de doute possible. C'est dommage. Enfin bref, c'est dommage parce que vous vous êtes embêté à faire un top 100 et essayez de vous relire, de faire ça parce que vous n'avez pas pu participer au tirage au sort. Donc c'est dommage. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, des jeunes Temeray, Jamal Murray, mais là les gens ils ont tous mis un J et un D, et là-dessus je comprends, il y aurait pu avoir quiproquo, mais en fait il n'y a pas eu sur les Murray, non, c'était vraiment sur des joueurs qui avaient un nom unique et qui ont été mis plusieurs fois, quoi. Et donc non, les Green non plus, c'était pas ça. Bon, je vois qu'il y en a qui me proposent l'aide dans le chat, ça me fait plaisir, mais bref, donc c'est ce que je disais, 96 participations, mine de rien, c'est quand même un nombre assez significatif, qui nous a permis d'avoir un classement qui était intéressant, le vôtre. Donc le vôtre qui forcément est bien différent du mien et c'est ce que j'attendais. Donc avec des différences qui sont parfois énormes et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça aujourd'hui nous c'est ce qu'on va étudier, c'est le but. Mais avant ça vous connaissez, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Moi j'aime bien. Voici quelques statistiques que je suis allé relever sur mon top 100 et qui me semblaient intéressantes de vous présenter pour voir un petit peu comment ce top 100 NBA actuel, en tout cas à mes yeux, est constitué.
Donc première stat que je voulais vous montrer concernait les conférences, et c'est assez cool. Je me suis amusé à compter le nombre de joueurs de la conférence Ouest et de la conférence Est qu'il y avait dans mon top 100, et c'est pas fait exprès, c'est un hasard, mais il y en a 50 dans chaque conférence. Pour ça, j'ai pris en compte les équipes dans lesquelles ils étaient à la fin de la saison dernière. Donc ceux qui ont été transférés cet été d'une conférence à l'autre, c'est l'équipe dans laquelle ils ont été en fin de saison dernière. Par exemple, un Bradley Beal, je le compte dans la conférence Est parce qu'il était à Washington la saison dernière, même s'il était à Phoenix cette année. Ça me semblait intéressant parce que pour moi c'était un bilan qu'il fallait faire, ce top 100 de la NBA au moment où on l'a faite, à la fin de la saison 2022-2023, et donc pour ça je pense que c'était plus cohérent de prendre justement les joueurs là où ils ont fini leur saison. Et c'est comme ça que ça nous donne un 50-50, et je trouve ça plutôt cool. L'année dernière ça avait donné un 55-45 pour l'Est, et aujourd'hui on est sur un équilibre qui est complètement parfait, qui est total, et ça montre que finalement on a des conférences qui sont plutôt équilibrées, en tout cas en termes de densité et de présence de joueurs stars, hein. J'ai envie de dire que quand t'es top 100 t'es quand même au moins une semi-star, donc ça veut dire qu'on a quand même une bonne répartition des joueurs principaux, même si effectivement il y aurait des différences, hein, si on isolait le top 10, le top 20, le top 30, etc. Mais peu importe, les joueurs principaux sont bien répartis entre la conférence Est et la conférence Ouest, et je trouve que c'est assez représentatif de l'équilibre qu'il y a entre les deux conférences cette saison. Il y a eu pas mal d'années où, moi je me rappelle pendant les années 2000, il y avait une domination de l'Ouest qui était complètement incroyable, et l'Est qui manquait de densité et de profondeur dans les bonnes équipes. Et là je trouve que ça fait quelques années où ça s'équilibre. Là j'ai l'impression que cette saison il y avait peut-être un petit peu plus de contenders dans la conférence Est, mais peut-être moins de profondeur et moins de densité, alors que dans la conférence Ouest c'était différent, t'avais peut-être moins d'équipes capables de jouer le titre. Par contre t'avais l'impression que jusqu'à la 13e, 14e place, ça pouvait se qualifier en playoff. J'exagère un petit peu, hein, parce qu'il y a des équipes comme San Antonio, Houston, qui étaient quand même loin des playoffs, mais quand on voit que des équipes comme OKC, par exemple, qui étaient censées être en reconstruction, qui sont allées accrocher le play-in, ça montre vraiment, justement, la force de cette conférence Ouest. Donc je pense qu'on a deux conférences avec des profils différents. Comme je disais, peut-être plus d'équipes très fortes à l'Est, mais moins de densité, des équipes quand même très fortes à l'Ouest, mais plus de densité, et ce qui fait que ça crée cette espèce d'équilibre, et moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau, on va pas en faire plus sur cet équilibre de conférence parce qu'il n'y a pas à en dire plus, mais 50 joueurs de chaque côté, c'est une première stat intéressante pour débriefer ce top 100. La deuxième stat que je voulais montrer concerne les divisions. Alors je sais que moi ça m'intéresse les divisions, parce que la NBA les a créées, et je me dis que c'est pas pour rien. Par contre je trouve que la NBA les sous-utilise ces divisions, et je trouve ça un petit peu dommage qu'elle ne les ait pas non plus utilisées pour le tournoi in-season qui va avoir lieu. Je trouvais que c'était un bon moyen de faire des tournois interdivisions. Et pourquoi est-ce que la NBA n'a pas fait ça ? Eh bien peut-être, je sais pas, hein, mais peut-être parce qu'il y a des disparités entre les divisions, et la NBA est consciente de ça, et ça on le voit, la Pacifique et la Atlantique, qui ont 21 joueurs, dominent largement sur les autres. Et sans surprise d'ailleurs, parce que c'est clairement les deux divisions qui sont les plus denses. Il n'y a aucune petite équipe, ni dans la Pacifique, ni dans la Atlantique, parce que toutes les 10 équipes qui sont dans la Pacifique et la Atlantique, toutes les équipes ont au moins fait le play-in. On avait les Lakers, les Clippers, les Warriors, les Kings et les Suns dans la Pacifique. On avait les Nets, les Knicks, les Sixers, les Raptors et les Celtics dans la Atlantique. Et voilà, toutes ces équipes ont fait au moins le play-in, et 9 d'entre elles, en fait il n'y a que les Raptors qui ont arrêté leur parcours au moment du play-in, 9 d'entre elles ont quand même fait les playoffs. Donc vous avez capté, c'est dense, il y a beaucoup de bonnes équipes, et surtout pas de mauvaises équipes dans ces divisions Pacifique et Atlantique, ce qui explique assez logiquement qu'elles avaient plus de joueurs représentés dans mon top 100. Et en gros, si on veut expliquer cette stat différemment, dites-vous que les 10 équipes qui n'ont pas fait le play-in, elles se répartissent seulement dans les 4 autres divisions, c'est-à-dire la Northwest, la Southeast, la Southwest et la Centrale. Du coup, on a Atlantique et Pacifique en tête. Ça paraît pas illogique, hein. Franchement, c'est un petit peu un résultat auquel je m'attendais. L'an dernier, c'était moins marqué, mais c'était quand même des tendances qui étaient assez similaires. Déjà, on avait cette domination plus ou moins des divisions Pacifique et Atlantique. Mais après, est-ce que ça doit être surprenant ? Non, finalement, vous le savez, en NBA, souvent les gros marchés, c'est sur les côtes, hein. C'est en Californie, sur la côte Pacifique, et sur la côte Est, là, autour de toutes ces petites villes toutes ces grandes villes qui sont réunies, entre Washington, New York, Philadelphie, Boston, etc., même si Washington n'est pas dans la division Atlantique, mais clairement, les gros marchés sont dans ces deux divisions-là, et forcément, ces deux divisions ont peut-être plus de facilité pour attirer des gros joueurs. Ça a été toujours un truc que la NBA a essayé de régler, mais on voit que c'est toujours présent. Voilà, les grosses villes, hein, Los Angeles d'un côté, New York de l'autre, on va pas se le cacher, hein, c'est deux villes en plus de ça qui ont deux grosses équipes qui ont fait les playoffs.
attire beaucoup de monde, et même toute la région, hein, et toute la division Pacifique et toute la division Atlantique sont des marchés qui attirent beaucoup de monde. C'est là qu'il y a, qu'il y a peut-être pas forcément les meilleurs joueurs, mais en tout cas c'est là qu'il y a le plus de bons joueurs, le plus de bonnes équipes, et finalement je trouve que c'est bien représenté dans mon top 100, et je trouve ça assez intéressant aussi à soulever. Les prochaines stats, du coup, nous on continue un petit peu en mode entonnoir, donc après vous avoir parlé des conférences et des divisions, on va parler des équipes, et parler des équipes qui avaient le plus de joueurs qui étaient représentés dans mon top 100. L'année dernière, on avait des équipes qui n'étaient pas représentées. Cette année, elles sont toutes représentées. Donc les moins représentées, c'est Charlotte et Utah qui ont qu'un seul joueur. J'avoue que Utah aurait pu mériter plus. Charlotte, ça m'étonne pas. Charlotte, ils étaient un petit peu au fond du gouffre cette année. LaMelo Ball a eu sa place dans mon top 100, mais les autres, c'était très difficile de les y mettre. Utah, forcément, ils avaient Lauri Markkanen. Et ensuite, ils ont flirté avec 2 et 3 joueurs, parce que vous vous rappelez, Walker Kessler et Jordan Clarkson, je ne les ai pas mis dans mon top 100, mais ils flirtaient et ça faisait partie de mes principaux crève-cœurs. Donc clairement, on a Utah qui est ici, mais ils étaient à 2 doigts d'avoir 2 voire 3 joueurs dans ce top 100. Donc Utah, c'est un petit peu bizarre, je trouve, de les voir à un seul joueur, mais dites-vous qu'ils ont frôlé tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que 14 équipes ont 4 joueurs représentés. Et c'est intéressant de voir ça, parce que parmi ces 14 équipes, toutes ont participé au play-in, et 12 de ces 14 équipes sont allées jusqu'au play-off. D'ailleurs, c'est le cas aussi des équipes qui ont 5 joueurs représentés, et le cas de Boston, qui a 6 joueurs représentés. De toute façon, regardez, toutes ces équipes-là, 4, 5 et 6 joueurs, c'est au moins le play-in, et à part 2, qui sont Toronto et Nola, les Pelicans, toutes ont fait les playoffs. Et donc voilà, ça montre quelque chose d'assez évident. Si tu fais les playoffs, t'as plus de chances d'être dans mon top 100, clairement, et ça montre l'importance que je donne à ça. Pour moi, la saison régulière est importante, certes, sauf que ce n'est pas le vainqueur de la saison régulière qui gagne la bague, ce n'est pas ceux qui performent le plus en saison régulière qui gagnent la bague, ce sont ceux qui brillent le plus en playoff, et ça montre que oui, pour moi, pour être bien classé dans un top 100, si tu as fait une bonne campagne de playoff, déjà il faut y participer, et donc t'as plus de chances d'y accéder. On peut dire quoi aussi, forcément, dans les équipes qui ont 2 joueurs, personne n'a participé aux playoffs. C'est assez intéressant d'y voir Dallas par exemple, parce que Dallas, on peut se dire que Kyrie Irving et Luka Doncic, ça présente une bonne base pour être une équipe, sauf que ça n'a pas suffi pour faire les playoffs, et ça montre peut-être à quel point ce duo soit est peu complémentaire, soit est mal entouré, et ça montre que Dallas est en difficulté finalement. Est-ce que c'est parce que Dallas n'a pas suffisamment de bons joueurs qui ne sont pas allés en playoff, c'est une possibilité. Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas allés en playoff que je n'ai pas mis d'autres joueurs de Dallas? Parce que peut-être que si j'avais des joueurs de Dallas performés en playoff, je les aurais mis. Je pense peut-être à un Tim Hardaway Jr. qui aurait pu être excellent en playoff, que j'aurais peut-être mis dans mon top 100. Il y en aurait eu peut-être d'autres comme ça, en tout cas ça n'a pas été le cas. Quoi qu'il arrive, je pense que les 2 raisons se combinent un petit peu et font que Dallas n'a que 2 joueurs. Après, on est sur du Détroit, du Houston, Indiana, OKC, Orlando, San Antonio, que des équipes qui n'ont pas fait les playoffs, donc c'est pas surprenant de les voir avec peu de joueurs. On a des équipes qui ont 3 joueurs aussi, on voit que 3 de ces 4 équipes n'ont pas fait les playoffs. La seule qui a fait les playoffs, c'est Brooklyn. Sauf que Brooklyn, en vrai, s'ils ont fait les playoffs, c'est aussi parce qu'on avait du Kyrie Irving et du Kevin Durant qui étaient là en début de saison, qui étaient dans le top 100, mais qui n'ont pas compté ici dans ce débriefing, parce qu'en fin de saison, ils avaient quitté leur équipe, Kyrie Irving pour Dallas et Kevin Durant pour Phoenix. Donc si Brooklyn a fait les playoffs, c'est aussi en raison de joueurs qui sont partis, et c'est peut-être pour ça qu'ils en ont que 3. Même si on a un Michael Bridges par exemple qui est arrivé et qui lui appartient à ce top 100. Donc voilà, les autres équipes n'ont pas fait les playoffs. Ça peut être intéressant de donner un petit mot sur les équipes qui ont 5 et 6 joueurs. Surprenant finalement de voir les Clippers et les Grizzlies qui font partie des 3 équipes les plus représentées, parce que c'est pas des équipes qui ont fait des longs parcours en playoffs. Par contre, c'est quand même des équipes qui déjà ont une vraie profondeur, une vraie densité, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'elles se retrouvent ici, mais aussi c'est aussi des équipes qui ont dû faire face à des absences et des blessures pendant une bonne partie de la saison. On a un Ja Morant par exemple qui a été suspendu, un Steven Adams qui a manqué beaucoup cette saison, Brandon Clark aussi du côté de Memphis. Chez les Clippers, on a bien vu les soucis de blessures de Paul George et Kawhi Leonard par exemple, et ça a obligé d'autres joueurs à performer, ça a créé un basket plus collectif avec peut-être plus de joueurs qui brillent, et je pense que c'est une des raisons qui explique que ces 2 équipes-là sont à 5 joueurs, parce que clairement, autant les joueurs qui ont manqué des matchs, je les ai laissés classer dans mon top 100, parce que je pense que leur valeur est quand même réelle aujourd'hui, et si je voulais gagner un titre, je compterais sur eux. Par contre, vu que d'autres joueurs ont dû compenser ça, d'autres joueurs sont arrivés aussi dans ce top 100, et qui font que Memphis et les Clippers font partie des équipes les plus représentées. Enfin, seul en tête, et comme l'année dernière, Boston garde sa place de cador, la seule équipe qui a 6 joueurs représentés dans ce top 100, donc tout le 5 majeur plus un 6e homme.
Et pour moi, ça non plus, il n'y a pas de surprise, parce que clairement, Boston, c'est peut-être l'équipe qui a l'effectif, ou en tout cas qui la saison dernière avait l'effectif le plus profond de la NBA. Je pense que la saison prochaine, ça va se battre aussi pour les mêmes raisons. Quoi qu'il en soit, c'est Boston qui avait le plus de joueurs représentés dans mon top 100. Et encore une fois, pas trop une surprise, mais je trouvais ça intéressant de débriefer ça. Intéressant maintenant de regarder, je me suis dit, la répartition par poste, et c'est assez rigolo, parce que, voilà, vu qu'il y a 5 postes et 100 joueurs, la moyenne voudrait dire 20 joueurs par poste. Et ce qu'on voit, c'est que chez les arrières, chez les ailiers et chez les pivots, on est pile, encore une fois, c'est pas du tout fait exprès, on est pile dans le nombre de 20 et pile le nombre qu'on visait. Donc franchement, on a plein de chiffres ronds dans ces statistiques que, non, vraiment qui sont pas volontaires et que je trouve assez cool, et ça montre aussi à quel point il y a pas mal de choses qui se répartissent d'une façon équilibrée. Par contre, là, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a 24 meneurs et seulement 16 ailiers forts. Donc en fait, les 4 ailiers forts qui ne sont pas là, ce sont des meneurs. Et en fait, moi je pense que clairement, on a une ligue avec beaucoup plus de meneurs et d'arrières. Et c'est assez logique, finalement, parce que une personne lambda, elle fait beaucoup plus souvent 1m90-95 que 2m15 ou 2m10 pour jouer ailier fort. Même si en NBA, forcément, t'as quand même beaucoup plus de chances de rentrer quand t'as un niveau moyen et que tu fais 2m15 plutôt que quand t'as un niveau moyen et que tu fais 1m80. Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que clairement, il y a beaucoup d'arrières de qualité en NBA. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des joueurs que j'ai considérés comme meneurs qui, parfois, sont utilisés comme des postes 2. Et du coup, ça décale un petit peu tout, parce qu'on a beaucoup de coachs qui nous font des 5 avec vraiment un seul intérieur qui va être le pivot et ensuite que des extérieurs, donc ça veut dire peut-être des fois 2 meneurs, donc c'est pour ça peut-être qu'il y en a 24, un arrière qui du coup est décalé au poste 3 et un poste 3, je pense à des mecs comme Brandon Ingram, comme Kevin Durant ou comme Jason Tatum qui eux sont décalés au poste 4, donc c'est pour ça que finalement le poste 4 perd certains joueurs parce que justement c'est pas forcément les postes 4 qui ont le plus de temps de jeu à l'heure actuelle en NBA, dans la mesure où il y a beaucoup de 5 small ball, alors pas vraiment small ball parce qu'on a quand même un vrai pivot, mais beaucoup de 5 small ball qui utilisent 4 extérieurs et du coup qui joue avec 2 meneurs et un arrière qui est décalé au poste 3. Donc pour moi ceci explique cela et ça montre, ça explique aussi un petit peu pourquoi il y a plus de meneurs que d'ailiers forts, mais finalement voilà, même si les ailiers forts en pâtissent, je trouve qu'on a un équilibre qui est toujours assez intéressant et voilà, encore une fois, je sais pas quoi conclure de cette stat, mais j'aime bien, ça fait des chiffres en plus à analyser, vous en tirerez les conclusions que vous voulez et voilà, vous savez que maintenant il y a plus de meneurs que d'ailiers forts dans mon top 100 alors que les autres postes sont plutôt équilibrés. Ensuite, je me suis amusé à aller voir l'âge. Et comme l'an dernier, on a un graphique qui est très très proche de ce qui avait été publié là il y a un an, avec toujours une vraie domination des 23-26 ans, c'est-à-dire les joueurs qui sont en train d'entrer dans leur prime là et qui sont peut-être dans la meilleure phase ascendante de leur vie et qui sont au top de la forme, au top de leur forme, quand on sait qu'en NBA le prime généralement c'est autour de 27-28 ans. Mais ce qu'on voit, c'est que on dit toujours que ce prime est autour de 27-28 ans. N'empêche que y a plus de joueurs de 23-26 que de 27-30. Et ça c'est intéressant. Est-ce que finalement le prime des joueurs serait pas plutôt autour de 25-26 que de 27-28 ? Il y a une vraie question à se poser. Pour moi, je suis pas sûr que ça suffise pour tirer ces conclusions aussi drastiques et aussi hâtives, mais je pense que ça amène quand même des pistes de réflexion. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a 11 joueurs qui avaient 22 ans ou moins, et ça c'est super rassurant pour la suite, parce que ça montre que la NBA a encore de beaux jours devant elle, parce que tous ces joueurs qui ont 22 ans ou moins sont déjà dans un top 100 et à cet âge-là c'est un âge où on progresse encore énormément, donc c'est 11 joueurs, moi j'attends d'eux qui progressent énormément dans les années à venir et qui soient remplacés par d'autres joueurs de 22 ans et moins, et ça montre qu'au fur et à mesure il va y avoir des joueurs qui vont basculer d'une case à l'autre et d'une colonne à l'autre, mais il y en aura toujours pour prendre la relève, et c'est toujours bien de voir qu'il y en a nombreux là, 22 ans et moins, 11%, je trouve que ça fait beaucoup, un paquet qui sont prêts à prendre la relève, et j'ai hâte de voir ce qu'ils donneront à l'avenir. Et ce qu'il faut noter aussi, les 31-34 ans, on va pas dire grand chose sur eux, 20% c'est un chiffre auquel je m'attendais un petit peu, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a quelques papis qui font de la résistance, parce qu'on a quand même 7 joueurs, donc 7%, qui ont 35 ans et plus, même si ça me fait bizarre maintenant de mettre Stephen Curry parmi les 35 ans et plus, mais maintenant il fait partie de ces papis, oui, qui font de la résistance. Et autour de Curry, on a les autres dinosaures, on a du LeBron James, bien évidemment, mais aussi du Mike Conley, du Al Horford, du Chris Paul, du Kyle Lowry et du Brook Lopez, je crois que j'en oublie pas, et qui sont un petit peu les ancêtres de la NBA, mais qui jouent toujours à un niveau très bon, malgré leur âge, et qui montrent que voilà, autant en NBA on a plein de jeunes qui sont prêts à prendre la relève, mais autant on a aussi des anciens qui sont là et qui sont pas prêts à se laisser prendre leur place. 7% c'est une belle somme chez les anciens. Sachez pour finir d'ailleurs sur ce petit visuel que le joueur le plus jeune de mon top 100 c'était Paolo Banchero, et le joueur le plus âgé c'était LeBron James. Et enfin, dernier petit truc avant qu'on passe à mes blasphèmes, que je n'avais pas fait l'année dernière, mais je me suis dit ça peut être intéressant de faire le joueur type de mon top 100, le joueur moyen un petit peu de mon top 100 NBA 2023. Je sais pas ce que
ça apporte de faire la taille et le poids, mais c'est assez rigolo parce qu'on arrive sur des espèces de mensurations standards du joueur NBA. Même l'âge, hein, c'est pareil, 2 m 99 kg, 28 ans. On est sur des chiffres un petit peu ronds qui correspondent à la moyenne générale des joueurs NBA. Ça, c'est assez logique ça aussi parce que comme on le voyait sur le visuel un petit peu avant, il y a des joueurs qui ont été pris à tous les postes et finalement c'est pas non plus trop déconnant et pas non plus trop surprenant qu'on s'aperçoive que non, effectivement, on n'a pas des joueurs qui sont forcément plus grands pour le top 100 ou vice versa, même si on pourrait croire que la taille c'est un avantage dans le basket. Bon non, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a des joueurs de tous les profils dans mon top 100 qui donnent une taille moyenne assez standard finalement, un poids assez standard et un âge assez standard. Finalement ça peut remettre en question les interrogations que j'avais sur le prime des joueurs juste avant, parce qu'on voyait qu'il y avait une grosse proportion de joueurs de 23 à 26 ans qui étaient dans le top 100, mais la moyenne d'âge des joueurs c'est quand même 28 ans. Donc finalement peut-être que oui, le prime des joueurs c'est 27-28 ans, même s'il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont entre 23 et 26 ans. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les statistiques moyennes. Et ce qu'on voit, c'est que le joueur moyen de mon top 100 marque 20 points par match, prend 6,2 rebonds et délivre 4,5 passes. Donc des stats bonnes, hein, des stats assez complètes. Pas des stats, je pense, qui seraient suffisantes pour être All-Star, ou alors vraiment dans une équipe qui gagne. Ça, c'est assez intéressant. En même temps, c'est normal, hein, il y a 24 All-Stars par saison, et là, je vous présentais 100 joueurs. Mais ça montre quand même qu'il faut atteindre un certain niveau pour atteindre ce top 100. Même s'il y a certaines exceptions, comme un Draymond Green, hein, par exemple, je pense à lui, mais il y en a d'autres, qui fait pas des stats exceptionnelles, mais que je tenais à mettre dans mon top 100 parce que, vous allez le voir, hein, j'ai un intérêt particulier, un attrait particulier pour les joueurs qui jouent des deux côtés du terrain, qui défendent fort, qui sont polyvalents et qui font des choses qui se voient pas forcément dans les statistiques. Et mine de rien, malgré ça, on voit qu'il y a quand même des minima statistiques à atteindre pour être dans le top 100. Je dis pas qu'il faut forcément marquer 20 points par match pour être dans le top 100, c'est une moyenne, il y en a plein qui scoraient moins, alors qu'il y en avait qui marquaient plus de 30, ça c'est sûr et certain, mais ça montre que top 100 NBA, rien qu'être listé, quand on voit ces stats moyennes, ça représente déjà un sacré niveau. Hein. Déjà, ça veut dire qu'il y a minimum 450 joueurs NBA, donc quand t'es dans le top 100, t'es pas loin d'être dans le top 20, enfin, t'es dans le top 25% de la ligue, et t'es 22-23% de la ligue, donc clairement, c'est déjà un gros ranking d'être dans le top 100, et quand on voit ces stats moyennes, je trouve que c'est là pour le confirmer bien comme il faut. Et ben, selon ChatGPT, le joueur le plus proche de mon joueur moyen dans le top 100, et ça c'est super intéressant, merci Onis qui a fait ses recherches, mais selon ChatGPT, le joueur le plus proche, ce serait le Chris Middleton en 2021. Et donc voilà, le joueur moyen de mon top 100 c'est lui, et je trouve ça vachement intéressant de le savoir ça aussi. Et c'est là que maintenant arrive la partie que je trouve la plus intéressante du live. Les stats, là, c'était pour faire joli, je sais même pas trop ce qu'on peut en conclure, c'est toujours cool, hein, d'avoir des petites informations, même si ça reste des statistiques, et les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, mais maintenant, passons aux choses sérieuses, on va partir sur mes blasphèmes. Et donc, pour parler de mes blasphèmes, ce que j'ai fait, vous l'avez compris, c'est que les 96 participations que j'ai pu prendre en compte, je les ai notées, je les ai analysées, et j'ai fait le top 100 moyen de ces 96 participations. Pour ça, c'était facile, hein. Le joueur qui était en numéro 100, il avait 1 point, le joueur qui était en numéro 1, il avait 100 points, et au final, j'ai additionné les points, et ça m'a fait un top 100 des joueurs qui avaient le plus de points. Et là, ce qu'on va faire, c'est 5 visuels, de 20 en 20, donc on commence par les 100 à 81, là vous avez du coup vos classements, vos joueurs que vous avez classés à ces places-là, et à chaque fois, du coup, vous voyez entre parenthèses, il y a des couleurs. Donc, il y a la légende qui est en bas, les joueurs qui sont verts, c'est un léger désaccord. Pour ce visuel-là, ce sera entre 1 et 6 places d'écart. Mais vous allez voir, ça va devenir de plus en plus sévère plus on va avancer. Parce que pour moi, quand il y a 6 places d'écart entre le 85e et le 91e, par exemple, c'est pas dramatique. Par contre, s'il y avait 6 places d'écart entre le 1er et le 7e, là, il y aurait vraiment un désaccord entre nous. Donc c'est pour ça que j'ai fait une échelle un petit peu dégressive que vous allez comprendre. En tout cas, pour ce visuel, on va reprendre l'échelle à chaque fois. Vous voyez, les joueurs qui sont en vert, on va pas forcément revenir dessus, parce que pour moi, on est en léger désaccord, mais l'accord est quand même pas loin. En orange, on est quand même sur un désaccord. Là, ça veut dire entre 7 et 12 places d'écart, même entre les places 100 à 80, ça représente déjà quelque chose qui mérite plus d'être abordé. Et en rouge, c'est un gros désaccord, ça veut dire plus de 12 places d'écart, même si tous ceux que j'ai marqués en new, je les ai mis en rouge et on sait pas vraiment s'il y avait 12 places d'écart parce que j'y ai pas réfléchi, mais qui sait, j'aurais peut-être pu mettre Kevin Porter Jr. en 101 et il n'y aurait eu qu'une place d'écart, même si je pense pas que ce serait lui que j'aurais mis tout d'abord en 101. Mais peu importe, aujourd'hui on va surtout revenir sur les rouges et sur les oranges, et je vais vous expliquer. Je me suis aperçu, de toute façon, au fur et à mesure, quand j'ai regardé un petit peu votre top 100,
je me suis aperçu, je pense que mon top 100 aujourd'hui, ce serait plus le même. Et c'est normal, c'est un exercice tellement subjectif, qui dépend tellement de la sensibilité de chacun, et des émotions aussi de chacun, que c'est normal que ça puisse évoluer, et qu'on puisse être convaincu aussi par les arguments et les classements d'autres. Donc vous allez voir, il y a certains joueurs, moi je m'incline, où je pense que vous les avez mieux classés que moi, et ça m'a permis de mettre un petit peu d'eau dans mon vin. D'autres joueurs où je vais pas lâcher, et justement ça va être intéressant d'analyser tout ça. Donc si on commence par Kevin Porter Jr., que vous avez mis en place 100 dans votre top 100, clairement, moi je l'aurais pas mis en 101, je l'aurais pas mis dans mon top 100, tout simplement parce que il joue dans une équipe de Houston qui clairement a un fond de jeu basket qui était proche du néant cette saison, même si certains joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et que j'avais mis dans mon top 100, comme du Jalen Green et comme du Alperen Sengun. Mais Kevin Porter Jr., pour moi, malgré toutes ses qualités individuelles de basketteur, malgré ses qualités de scoreur, beaucoup trop de déchets dans son jeu, pas assez de défense, beaucoup trop de maladresse, beaucoup trop d'irrégularité, et j'en attends plus, et je pense que un Kevin Porter Jr. plus propre aurait peut-être permis à Houston de gagner plus de matchs. Pour moi, déjà, c'est pas un meneur, il est utilisé au poste de meneur, et c'est pas un poste dans lequel il s'éclate. Et voilà, pour moi, beaucoup trop de déchets, je sais que je le répète, mais c'est la vraie raison pour laquelle moi je ne vois pas Kevin Porter Jr. dans un top 100, et ça fait partie des joueurs pour lesquels je ne suis pas convaincu. Pour moi, c'est trop tôt, il doit montrer plus collectivement, il doit montrer plus aussi dans la polyvalence, et il doit montrer plus dans la victoire. Donc Kevin Porter Jr., ça restera sur un désaccord. Harrison Barnes ensuite qui est en orange, donc un désaccord moyen on va dire. Harrison Barnes, moi je l'avais mis 9 places plus haut, parce que je trouve que c'est un joueur sous-coté, c'est vrai qu'il est discret, c'est vrai qu'on s'aperçoit pas non plus de sa présence à tous les matchs, c'est vrai que c'est pas le meilleur scoreur du monde non plus, Harrison Barnes, par contre il a ce côté couteau suisse, qui pèse des deux côtés du terrain, qui pèse dans tous les petits secteurs, et qui pour moi a joué un gros rôle à Sacramento. Est-ce que l'aventure de Sacramento aurait été aussi belle sans Harrison Barnes cette saison? Je pense pas. Bien sûr, elle aurait été bien moins belle aussi sans des Aaron Fox, ou sans des Domantas Sabonis, bien évidemment, mais je trouve que Harrison Barnes, on ne le juge pas assez à sa juste valeur, tant il est un ciment, je trouve, dans un collectif, et tant il avait un gros rôle dans l'effectif de Mike Brown cette saison. 98, je trouve ça sévère de votre part, et là encore une fois, même si le désaccord c'est pas le plus gros, je ne suis pas convaincu, et clairement moi je maintiens ma place de Harrison Barnes qui serait plus haut. Ensuite on a Spencer Dinwiddie, pourquoi pas, lui clairement, j'aurais clairement pu le mettre dans mon top 100, malheureusement j'ai préféré en mettre d'autres avant lui, peut-être qu'il lui manque encore une fois une certaine stabilité. Moi j'aurais besoin qu'un Spencer Dinwiddie arrive à rester dans une équipe un petit moment, et arrive à peser et à montrer qu'il peut vraiment avoir un impact sur la durée, que ce soit en saison ou en play-off. Je trouve pas encore assez ça chez Spencer Dinwiddie pour le mettre dans mon top 100, même si clairement il a fait partie des joueurs qui m'ont fait le plus hésiter. Donc oui, là lui par contre je comprends tout à fait que vous le mettiez en place 95, ça a pas été ma décision parce que j'ai préféré en mettre d'autres, mais Spencer Dinwiddie en 95, il y a rien qui me choque. C'est pareil pour John Collins par exemple, qui est aussi en 93. Lui, si je l'ai pas mis dans mon top 100, c'est pas parce qu'il n'a pas les qualités individuelles requises, clairement. C'est un ailier fort qui est très athlétique, qui est talentueux, qui est skillé, qui arrive plus ou moins à performer des deux côtés du terrain aussi, qui peut scorer et prendre des rebonds, qui finalement coche pas mal de cases que je valide, et qui sont importantes pour moi. Sauf que John Collins, pour moi, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il stagne, et en fait, si lui je l'ai pénalisé, que je l'ai pas mis dans mon top 100, c'est plutôt pour l'attitude et son désinvestissement. Alors peut-être que j'ai été trop sévère avec lui, même si j'ai essayé de me détacher de ça, parce que j'ai été déçu de sa part. Pourtant, on est humain, je dis qu'il faut pas juger en fonction des attentes et de la déception, mais je crois que inconsciemment on prend ça en compte, et moi je trouve que ça fait plusieurs années qu'il stagne, voire qu'il régresse à Atlanta, parce que ça se voyait, là déjà maintenant il a été transféré à Utah, et peut-être que ça va être une renaissance de sa part, et on va voir un John Collins exploser, c'est tout ce que je lui souhaite, mais je crois que son aventure à Atlanta, elle était en train un petit peu de se terminer à John Collins, et ça se voyait vraiment dans son attitude et son investissement, et c'est pour ça moi que j'avais pas mis dans mon top 100. Je comprends que vous le mettiez, mais je pense que je referai le top 100. Aujourd'hui, pas sûr que je lui trouverai quand même une place. Et c'est pareil d'ailleurs pour Terry Rozier, que vous avez mis en 92. Terry Rozier, pareil, un grand basketteur, un grand scoreur, qui peut en marquer 30 et qui peut prendre un coup de chaud de fou à 3 points. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et surtout, un petit peu comme Kevin Porter Jr., le nombre de déchets de Terry Rozier, son irrégularité, son adresse dégueulasse, ses pertes de balles, pour moi, ça me suffit pas pour être dans un top 100. C'est beau de scorer des points, c'est d'ailleurs le but du jeu au basket, de scorer plus de points que l'équipe adverse, sauf que il faut aussi empêcher les autres de marquer plus de points que nous, donc pour ça il faut défendre, et il faut aussi permettre à ses coéquipiers de scorer un peu et jouer collectif. Des qualités que je n'ai pas trouvées chez Terry Rozier dernièrement, qui pour moi est un super soliste, tout plein de qualités, mais qui franchement n'a pas assez aidé Charlotte à mes yeux. Et voilà, franchement, avec un Terry Rozier et un LaMelo Ball, si un Terry Rozier était
vraiment top 92, je pense que Charlotte aurait pu avoir de meilleures ambitions. Sauf que Terry Rozier, et même si la Melo Ball a manqué beaucoup de matchs cette saison. Sauf que pour moi, Terry Rozier, quand il a été mis option 1 en l'absence de la Melo Ball, il a pas du tout réussi à porter les Hornets. Les Hornets ont eu des résultats collectifs catastrophiques. Pour moi, c'est clairement pas un leader. Je sais même pas si c'est vraiment un titulaire solide dans une équipe qui gagne. Pour moi, c'est plus un remplaçant de luxe. Donc non, Terry Rozier, trop de déchets et trop d'irrégularités pour que je le mette dans mon top 100. Par contre, là, ensuite, on est sur un gros désaccord. Un gros désaccord, parce qu'on parle de Norman Powell. Et là, j'avoue, peut-être que c'est à moi de mettre de l'eau dans mon vin. Norman Powell, vous l'avez mis en 90, et moi j'avais mis 16 places plus haut. Donc en place 74. Ouais, il est tard, les maths c'est difficile pour moi, surtout après tous les chiffres que j'ai vus ce week-end. Donc oui, 90 moins 16, 74. C'est la place à laquelle j'avais mis Norman Powell, parce que c'est un joueur, c'est peut-être là que mon jugement a été faussé, parce que j'apprécie énormément ce qu'il fait et je trouve qu'on parle pas assez de lui. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai sûrement surcoté, parce que je voulais qu'on parle de lui. Pour moi, c'est un mec qui peut s'adapter à tous les rôles qu'on lui donne, et c'est ça que j'apprécie. Qu'il soit titulaire ou qu'il soit remplaçant, peu importe, il s'en fout, il viendra scorer ses points. En plus de ça, il peut jouer collectif, il peut créer pour lui, il peut créer pour les autres, même si c'est clairement pas un playmaker ou un meneur organisateur, c'est beaucoup plus un arrière-scoreur, un Norman Powell. Mais clairement, je trouve qu'il s'intègre très bien dans un collectif, il peut jouer avec la balle en créant pour lui, il peut aussi jouer off-ball, il peut aussi recevoir des ballons en catch and shoot et assurer, il peut faire des gros cartons offensifs, on l'a vu, il est capable de mettre plus de 40 points sur un match, c'est assez incroyable ce qu'il peut faire Norman Powell en termes de scoring, et je trouve que dans cette équipe des Clippers qui a connu beaucoup de chaos, beaucoup de hauts et de bas cette saison, un Norman Powell a permis, avec sa régularité, son impact quasiment tous les soirs, de leur permettre de garder la tête de l'eau malgré les blessures. Alors peut-être que maintenant, avec le recul aujourd'hui, 74, c'était peut-être un peu trop haut pour Norman Powell, mais est-ce que j'irai jusqu'à le descendre à la place 90 ? Je ne pense pas, parce que je trouve qu'on ne... voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais je trouve qu'on ne reconnaît pas le niveau de Norman Powell à sa juste valeur, et voilà, peut-être qu'un top 80, allez, 85, je sais pas, mais... est mérité pour Powell. Même si j'accepte que vous le mettiez plus bas que moi, je l'aurais clairement pas mis aussi bas. Un Jordan Clarkson, en 88, pareil, il y a rien qui me choque. Moi, je l'ai pas mis dans mon top 100, pour peu de raisons, en fait, juste parce que j'ai trouvé d'autres joueurs qui méritaient plus à sa place. Mais en vrai, il a fait une grosse saison à Utah. Le problème, c'est que Utah a pas fait les playoffs ni le play-in. Lui aussi a connu pas mal d'irrégularités. Après, c'est un joueur que j'apprécie aussi, qui peut marquer de pas mal de façons différentes, qui est un vrai joker dynamiteur, qui a le niveau pour être dans un top 100. Et s'il n'était pas dans le mien, ça s'est vraiment joué à quelques places. De toute façon, je l'abordais déjà tout à l'heure quand je parlais du nombre de joueurs par équipe. Jordan Clarkson a échoué de très peu, donc sa place 88, je la comprends totalement. Et de toute façon, on s'en rend compte. J'ai l'impression que si on compare le niveau de tous ces joueurs qui sont sur ce visuel, il y en a 20. Et tout est presque interchangeable. Et enfin, on est sur un désaccord orange, qui était pas loin d'être un rouge d'ailleurs, il s'agit de Jordan Poole. Jordan Poole d'ailleurs qui a suscité énormément de débats dans les commentaires et un petit peu aussi dans le live, je m'en rappelle, parce que Jordan Poole, pour vous, je l'avais beaucoup trop sous-coté. Je l'avais mis en 97, vous le mettez en 86. Et là encore une fois, je comprends, et ça se reconnaît, je trouve, sur pas mal de joueurs dans votre top 100. Beaucoup d'entre vous donnent beaucoup d'importance au scoring. Et Jordan Poole, pareil, c'est un scoreur né qui peut prendre feu lui aussi, qui peut mettre des shoots à 3 points dans tous les sens, mais qui pour moi manquait de... encore une fois, de polyvalence, de défense. Dans l'attitude, j'ai senti désinvesti, on a senti peut-être qu'il y avait une espèce de fossé qui s'est créé. Est-ce que ça a à voir avec la baston de début de saison, la droite qui s'est prise par Draymond Green en début de saison? J'ai trouvé que dans le collectif des Warriors, il faisait un petit peu tâche, qu'il arrêtait le jeu un petit peu, et dans le jeu super bien huilé de Steve Kerr, parfois, il arrêtait un petit peu tout ça, il gardait trop la balle, il voulait jouer de façon trop individuelle pour briller lui, plutôt que briller en équipe. Et pour moi, ça a été handicapant dans une équipe comme les Warriors, qui joue bien sûr autour de sa star Stephen Curry, mais qui s'est développé justement grâce à son jeu collectif, grâce à son jeu bien huilé, grâce à une attaque toujours en mouvement, que Jordan Poole pouvait stopper en jouant de trop d'ISO. Et pour moi, bien sûr, ça méritait quand même un top 100. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, mais des qualités au scoring comme celle de Jordan Poole, c'est pas unique, mais c'est quand même assez élite. Donc oui, pour moi, ça méritait un top 100, mais j'en attendais plus. Vraiment, ou alors encore plus de scoring, mais plus dans la polyvalence, pour que je le mette en place 86. Je comprends que vous le mettiez là si vous privilégiez le scoring, mais pour moi il reste un petit peu plus bas. Maintenant il va falloir voir l'année prochaine, il vient d'arriver aux Wizards, Jordan Poole, il va avoir énormément de ballons, énormément de responsabilités, il risque de créer pas mal de déchets aussi, il risque d'être maladroit au shoot, parce qu'il va avoir tous les tickets shoot qu'il désire. Mais s'il arrive à trouver une certaine régularité et à montrer qu'il peut porter cette équipe de Washington, il pourrait faire partie des joueurs qui augmentent le plus l'année suivante. En tout cas, vous le mettez en place 75, en place 86, quand moi je l'ai mis en place 97.
Ça s'entend, c'est pas mon choix, mais je comprends tout à fait le vôtre. On enchaîne avec les places 80 à 61, donc mes blasphèmes dans les places 80 à 61. Vous le voyez, il y a déjà pas mal de rouge et pas mal de orange aussi sur ce visuel, parce que forcément, comme je vous l'avais annoncé, on a réduit un petit peu les échelles. Là, pour un gros désaccord, il faut plus de 10 places d'écart, alors que c'était 12 juste avant. Pour être en orange, un désaccord, il faut entre 6 et 10 places d'écart, et pour être en vert, c'est pas plus de 5 places d'écart. Donc encore une fois, on va surtout revenir sur les oranges et les verts, et le premier orange que l'on voit, c'est Keldon Johnson, que vous avez mis en 79, et que vous avez fait gagner 8 places par rapport à mon classement, parce que moi je l'avais mis en 87. Et là pareil, encore une fois, j'ai du mal à être d'accord avec vous. Keldon Johnson, oui, il a des qualités, oui, c'est un scoreur. Par contre, est-ce qu'il a assez prouvé qu'il pouvait être un joueur important dans une équipe qui gagnait pour être directement classé dans le top 80 ? Moi je suis pas sûr, c'est aussi un gros croqueur, hein. C'est quand même, alors non, j'exagère un peu, mais c'est un joueur qui joue beaucoup pour lui, et qui a beaucoup été responsabilisé, parce que à San Antonio, il était dans une équipe où il n'avait pas beaucoup de coéquipiers. Et Keldon Johnson 79, je trouve ça vraiment trop anticipé. Ok, ça a été le leader de ses Spurs, mais pour moi il doit en montrer plus, et il doit montrer aussi qu'il peut amener la victoire à une équipe pour viser le top 80. Par exemple, quand je vois qu'un Al Horford est placé juste une place devant lui, un Al Horford que moi j'avais mis 71e, hein, donc j'avais mis un gros écart entre Horford et Johnson, qui pour moi a du sens, parce que clairement, c'est comme ça que moi j'ai fait mon top. Si je veux gagner un titre après-demain, quel joueur je vais prendre entre Al Horford et Keldon Johnson ? Bien sûr, ça va dépendre de comment est constitué le reste de mon effectif, mais j'ai beaucoup plus de certitude sur Al Horford qui va m'amener loin en playoff que Keldon Johnson, parce que Keldon Johnson, tout simplement, n'a jamais fait les playoffs, quand on a un Al Horford qui, même si ce n'est pas un mec qui va faire de grosses stats, on en parlait, hein, ces joueurs comme Draymond Green, qui sont dans mon top 100 mais qui n'ont pas fait énormément de stats, peuvent avoir une valeur essentielle dans le leadership, dans la mentalité de l'équipe, dans la défense, dans la hargne et dans l'expérience. Pour moi, Al Horford, il peut pas y avoir qu'une seule place d'écart entre Horford et Johnson, donc c'est pour ça que j'avais mis un si gros écart. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé de ces deux-là, mais ce que je vois, c'est que Horford, peut-être que ses stats ont fait que vous l'avez pénalisé et vous l'avez mis beaucoup plus bas que moi, mais je continue à le mettre plus haut, et Keldon Johnson, c'est l'inverse. Ok, des grosses stats, mais dans une équipe qui jouait pas grand-chose, ça vous a peut-être permis ou poussé à le mettre beaucoup plus haut que moi, mais pour moi, là, il y a un truc qui me convient pas. Chacun son avis bien sûr sur le basket, et c'est votre top 100, et vous que vous avez été 95 de plus que moi à le faire, ben c'est sûrement vous qui avez raison, mais je peux pas être d'accord avec ça. Pour moi il y a un vrai écart, en tout cas dans l'importance pour gagner un titre aujourd'hui. Voilà, je prends tous les jours à Horford les yeux fermés devant Keldon Johnson. Ensuite on est sur R.J. Barrett, que j'avais mis en 84 et que vous mettez en 76, et là avec du recul je suis assez d'accord. Peut-être que R.J. Barrett j'ai un petit peu sous-estimé, parce que j'ai pas trop aimé son attitude du côté des Knicks, même si ça s'est amélioré en playoff cette année. J'ai trouvé que depuis la fin de la saison précédente, donc la fin de la saison 2021-2022, on a trouvé un R.J. Barrett un petit peu plus individualiste, qui jouait beaucoup plus pour lui que ce qu'il le faisait en début de carrière, où justement en début de carrière, je trouve qu'il était très collectif, très polyvalent, très performant des deux côtés du terrain. Il l'est toujours, hein, mais moins, je trouve qu'il met moins d'investissement en défense, et qui croque un petit peu plus en attaque. Et peut-être que je l'ai pénalisé parce que j'étais très déçu de sa part, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, vous le mettez en 76, et je comprends. Pour moi, c'est mérité. Un R.J. Barrett en 76, ça, je peux tout à fait l'entendre. Et c'est pas là-dessus que je vais défendre ma place pendant 2 heures, parce que ça me semble ok. Miles Turner, vous lui mettez un -8. Je peux le comprendre aussi, même si je suis un petit peu moins d'accord. J'ai l'impression que Miles Turner, vous lui reprochez toujours ce que je lui ai reproché pendant des années, et qui pour moi, en tout cas, n'était plus vrai cette année. Ou n'était beaucoup moins vrai cette saison. Miles Turner, c'est un joueur qui est frustrant, parce que c'est un énorme contreur, mais qui en attaque fait un petit peu n'importe quoi, peut avoir un côté un peu soft, il passe son temps à s'écarter, et en défense, il a beau mettre des contres, il se faisait beaucoup avoir par les feintes, il avait un côté zébulon à sauter partout, et c'est pas parce qu'il mettait beaucoup de contres que c'était un gros défenseur. Les autres années, je l'aurais un petit peu plus taclé. Je sais plus combien je l'avais mis l'année dernière, Miles Turner, dans mon top 100 de l'année dernière, mais je pense que je l'avais mis en dessous du classement que je lui ai donné cette année. Et sauf que cette saison, mais Miles Turner, j'ai trouvé que justement, bien sûr, ses failles existent encore, mais il les a quand même réglées, et je trouve que vous êtes sévère avec lui, parce que défensivement, ok, il a mis moins de contres, mais ça je m'en fous, parce que je trouve qu'il défend beaucoup mieux, et qu'est-ce que vous préférez, un joueur qui met beaucoup de contres ou un joueur qui défend bien? Moi je choisis tous les jours le joueur qui défend bien. Je trouve qu'en attaque aussi, il a réussi à mieux équilibrer sa sélection de shoot, en insistant moins de loin, on a peut-être un petit peu plus dans la peinture, même si c'est toujours pas sa spécialité. Il prend toujours très peu de rebonds, il a toujours ce côté soft, mais ça se voit qu'il se bat un peu plus, et pour moi c'est pas un hasard.
pour la première fois depuis très longtemps, on a un Miles Turner qui ne semble pas sur la liste des transferts pendant cette intersaison, peut-être parce que Indiana s'est rendu compte que oui, ça y est, Turner avait progressé, et peut-être que Indiana s'est rendu compte qu'il pouvait compter sur lui. Et pour moi, ça méritait de le mettre plus haut que la place 75. Peut-être que vous n'avez pas vu les mêmes progrès que moi, peut-être que ces progrès que je vois, je les exagère ou je les surestime dans ma tête, mais pour moi, ils sont suffisamment importants pour que Miles Turner soit classé au-dessus de la place 75. Après, pour l'instant, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais ça reste des désaccords qui sont classés en orange, c'est pas non plus les plus importants de ceux qu'on va parler ici, parce que vous le voyez, il y en a quand même 4 qui sont en rouge, donc 4 gros désaccords dont il va falloir parler. Le premier, c'est Cade Cunningham, que moi j'avais placé en 60 et que vous mettez en 74. Et en vrai, ça je le comprends, c'est un vrai désaccord, parce que Cade Cunningham, pour moi, je l'ai mis plus haut parce que c'est un joueur qualitatif, mais je comprends finalement, avec un peu de recul, ce classement est un petit peu incohérent, parce qu'il a très peu joué la saison dernière, lui non plus n'a pas fait les playoffs, il n'a jamais montré ce qu'il pouvait faire en playoffs. Après, peut-être que lui, c'est vrai, je lui ai peut-être donné un passe droit, j'ai beaucoup jugé sur ses qualités intrinsèques, parce que j'apprécie énormément le côté scoreur 3 niveaux, le côté défenseur aussi, le côté polyvalent, le côté très bonne vision de jeu aussi, qui peut faire jouer les autres, mais le problème c'est qu'on l'a pas vu assez cette saison, et même si on ne juge pas que de la saison, et qu'il avait déjà montré aussi des bonnes choses pendant sa saison rookie, j'admets que place 60, c'était peut-être un petit peu exagéré pour Cade Cunningham. Est-ce que je serais descendu jusqu'à la place 74 ? Mais peut-être, avec le recul, peut-être. Il lui a manqué de jouer plus de matchs, en tout cas pour être finalement à la place 60, je pense, avec le recul, ou que oui, c'est une erreur d'avoir classé Cade Cunningham si haut, même si finalement, je me rappelle à l'époque du live Twitch, ou même dans les commentaires YouTube, c'est pas un joueur qui a suscité beaucoup de débats, l'écart on le voit dans votre top, et pour moi, il a du sens. Jeremy Grant, par contre, je vous ai trouvé sévère. Jeremy Grant, moi, je l'avais mis en 62. Vous lui faites perdre 11 places. Donc, c'est-à-dire que vous le mettez en 73. Et pour moi, derrière Damian Lillard, c'était Jeremy Grant le deuxième meilleur joueur. Et Damian Lillard, vous le verrez tout à l'heure, vous l'avez classé mieux que moi. Donc, ça voudrait dire pour vous, j'ai l'impression, en tout cas, que si Portland a déconné cette saison, parce que Portland a déconné cette saison, c'est pas la faute de Damian Lillard, mais celle de tous les autres. Je veux bien qu'on résume un petit peu ça à ça, mais je trouve que c'est un petit peu schématisé. Et je trouve que dans le rôle du lieutenant, Jeremy Grant, même si c'était pas le joueur le plus flashy et le plus flamboyant, il a été excellent. Il s'adapte à tous les rôles qu'on veut. À Détroit, il avait montré qu'il était capable d'être option 1. En début de carrière, dans ses premières équipes, notamment à Philadelphie, il était un role player et ça aussi il l'assumait. Et là, dans le rôle d'option 2, voire 3, vu qu'on va parler d'Anthony Simons après, je trouve qu'il s'est vraiment épanoui, en faisant tout ce qu'il fallait à Portland, encore une fois des deux côtés du terrain, en montrant qu'il pouvait agir sans la balle, exister sans avoir besoin de créer tout pour lui, profiter aussi des qualités de création de ses coéquipiers pour briller, en jouant juste, et encore une fois avec une certaine polyvalence que j'apprécie. Non, je vous ai trouvé sévère avec Jeremy Grant. Là, non, moi je confirme ma place autour de la place 62-63 pour Jeremy Grant. 73, c'est trop bas. Pour moi, il a fait quand même beaucoup de choses dans cette équipe de Portland pour essayer d'aider Damian Lillard, même si ça n'a pas suffi. Tobias Harris, par contre, c'est l'inverse. Et là, c'est peut-être de ma faute encore une fois. Tobias Harris, c'est un joueur que j'aime bien, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit si je vous explique que moi je suis fan des Sixers, et je crois que j'ai une espèce de problème, et c'est très difficile je trouve de classer les joueurs des équipes dont on est fan. Et je crois que beaucoup de joueurs des Sixers, je me suis dit, alors soit c'est que je les vois jouer tout le temps, parce que clairement je manque pas un match des Sixers de chaque saison, soit je les vois jouer tout le temps, et je suis peut-être plus conscient de leurs défauts que vous, ça c'est une possibilité, ou alors, il y a peut-être une partie inconsciente que moi qui me dit attention, c'est peut-être parce que tu es fan de cette équipe que tu les surcotes, et donc je vais peut-être essayer de les classer un petit peu plus bas. Et ça se peut que ce soit ce qui s'est passé sur Tobias Harris, parce qu'en vrai c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui clairement peut être critiqué par rapport au salaire qu'il touche, mais ici ça va ne pas rentrer en compte dans les débats, on juge que du niveau, on juge pas du niveau par rapport au salaire, et c'est vrai que Tobias Harris, je parlais de Harrison Barnes sur le visuel précédent dans son rôle de couteau suisse, mais Tobias Harris en tant que facilitateur, qui peut scorer, même si malheureusement il le fait pas assez souvent quand c'est décisif en play-off, qui peut aussi défendre depuis quelques saisons, c'était pas du tout sa spécialité en début de carrière, mais maintenant Tobias Harris défend très bien, aurait pu mériter clairement mieux que la place 83 que je lui ai mise, et quand je vois votre top, je trouve ça assez cohérent de le mettre autour de la place 71, donc je valide votre place pour Tobias Harris et j'admets que je l'ai sûrement sous-coté dans mon top 100. Par contre, même s'il est en orange, moi je trouve qu'on a un vrai désaccord sur Anthony Simons. Anthony Simons, ok, c'est un scoreur, mais pour moi c'est un scoreur qui est quand même encore assez irrégulier, encore assez immature dans ses choix, qui doit progresser aussi dans son playmaking, qui doit énormément progresser dans sa défense, alors qu'il a les outils pour, il a des grands bras, il a une bonne envergure, mais je trouve que dans ses placements défensifs et dans ses choix, il y a encore beaucoup de taf. Comme je disais, pareil, de l'autre côté du terrain, dans sa maturité, dans sa sélection de shoot, il y a encore beaucoup de taf, dans sa régularité, dans ses pourcentages aussi. Ses pourcentages sont pas catastrophiques, mais on sait à quel point ça peut varier d'un
d'un match à l'autre. Et là, ça voudrait dire que pour vous, le deuxième meilleur joueur des Blazers cette saison, c'était Anthony Simons, c'est pas Jeremy Grant. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que Jeremy Grant, même s'il score peut-être un peu moins que Simons, et encore, ce sera à vérifier dans les stats. Je les ai plus de tête, mais je crois que dans le scoring, ils étaient assez proches. En tout cas, Jeremy Grant, moi, je trouve qu'il apporte beaucoup plus de choses. Wow, si je fais tomber ma bouteille pendant que je parle, ça va qu'elle était fermée, mais tout va bien. Mais je trouve que ouais, Jeremy Grant apporte beaucoup plus de choses des deux côtés du terrain et dans toutes ces petites actions de l'ombre et tout ce qui fait gagner un match que Anthony Simons. Donc clairement tous les jours, moi je mets un Jeremy Grant devant Anthony Simons, et Anthony Simons en place 69 pour un joueur qui pareil n'a pas fait les playoffs et qui malgré tout son talent au scoring n'apporte pas grand chose d'autre, je trouve, dans cette équipe des Blazers, qui en plus dispose déjà d'un profil de meneur arrière-scoreur en la personne de Damian Lillard. Je trouve que c'est un peu exagéré le mettre en 69, en tout cas à mon sens, mais si vous l'avez mis là, c'est que vous y avez réfléchi et c'est que vous voyez des qualités en Anthony Simons que je ne vois sûrement pas. C'est comme ça fait partie du jeu. Ensuite, gros désaccord avec Josh Giddey, et pour moi c'est un petit peu les mêmes raisons. Josh Giddey, je suis conscient de tout son talent, je suis conscient du fait que le mec, à l'avenir, ça peut être une machine à triple-double. Il a une espèce de côté génie quand il joue au basket. C'est un super passeur, il est capable de no-look pass, il a une vision de jeu de fou furieux, il peut scorer aussi, il peut poser dans tous les secteurs. Par contre, ok, il a fait le play-in cette année, mais il a encore jamais fait les playoffs en carrière. Il défend encore très peu, et mine de rien, il a un jeu à risque qui amène parfois beaucoup de difficultés à OKC. Alors bien sûr, de temps en temps, ça permet de débloquer des situations, mais parfois, quand on a un Josh Giddey qui est dans un mauvais mood ou dans une mauvaise phase et qui perd beaucoup de ballons, il pénalise aussi son équipe du Thunder. Et mettre en place 64 un joueur qui n'a pas encore fait les playoffs et qui, pour moi, est surtout un attaquant complet, bien sûr, qui fait pas mal de choses, mais qui doit encore prendre en maturité, je trouve que c'est un petit peu précipité. Clairement, il a le potentiel pour être un futur top 50 dans le futur. Josh Giddey, il a trop de talent. Mais il est encore très très jeune. Et si on ne pense pas à l'avenir, en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de faire, si on ne pense pas à l'avenir, je trouve que le mettre, juste par exemple 2 places derrière un Marcus Smart, qui il y a encore 2 saisons était le meilleur défenseur de la ligue, je trouve que c'est un petit peu précipité. Et d'ailleurs Marcus Smart, le dernier désaccord en tout cas, qui est en orange et en rouge, qui est dans ce visuel, moi je l'avais mis en 55, vous le mettez en 62, le désaccord, je peux le comprendre, parce que c'est vrai que Marcus Smart, je trouve que même défensivement, il avait fait une saison qui était moins bonne que la précédente. Par contre, je trouve que c'est quand même un joueur qui a mûri avec les années, qui a progressé dans son playmaking aussi, qui est devenu un bon passeur, qui est devenu un vrai meneur de jeu, alors qu'en début de carrière, on hésitait à le mettre meneur, c'était plutôt un poste 2. Et je trouve qu'il apporte beaucoup dans une équipe qui gagne, et je tiens aussi à mettre en valeur le caractère, la hargne et le côté un petit peu où c'était le cœur et l'âme d'une équipe des Celtics qui a été longtemps numéro 1 de la conférence Est, et qui a fait un bon parcours de playoff vu qu'ils sont allés jusqu'en finale de conférence. 62, je trouve que c'est un petit peu bas pour Marcus Smart, mais finalement le désaccord est pas trop grand, j'arrive à comprendre pourquoi vous le mettiez aussi bas, mais je crois que le concernant, en tout cas lui, je conserve ma position 55. Donc la suite avec le troisième visuel, mes places 60 à 41, et ce qu'on voit c'est que on a du Chris Middleton et du Kristaps Porzingis qui arrivent placés exactement à la même place dans vos top 100 et dans le mien. Déjà c'est intéressant, il faut aussi montrer ce qui est positif et nos accords, c'est vrai, plutôt que de parler que des désaccords. Quoique on est sur un live sur les blasphèmes. C'est les premiers. Non, on avait Scottie Barnes sur lequel on était d'accord aussi, c'est drôle, Scottie Barnes on est complètement d'accord sur Scottie Barnes, alors que je me rappelle le jour du live où je vous avais présenté Scottie Barnes, ça avait été sujet à beaucoup de débats, et finalement on est complètement d'accord sur Scottie Barnes. Assez rigolo aussi, je reviens vite fait sur les places 80 à 61 avant qu'on reprenne sur le reste, mais Russell Westbrook, qui d'habitude est un joueur clivant, qui divise, et qui a suscité beaucoup de débats et de commentaires sur YouTube, finalement on est que à 2 places d'écart, donc finalement on est assez d'accord sur Russell Westbrook. Mais bref. On revient sur les places 60-41. Comme je le disais, il y a pas mal de vert, mais finalement il y a pas mal de rouge. C'est juste qu'il y a un peu moins de orange que d'habitude, mais il y a aussi pas mal de rouge, et donc là on va parler de gros désaccords. Comme d'habitude, j'ai réduit un petit peu l'échelle. Maintenant, pour être dans les rouges, c'est plus de 8 places d'écart. Pour être dans les oranges, c'est entre 5 et 8 places. Et pour être dans les verts, c'est pas plus de 4 places d'écart. Donc tout cela, tous ceux qui sont en rouge ou en orange, comme d'habitude, on va en parler. Et le premier désaccord, c'est Draymond Green, que vous avez mis en 59, et que moi j'ai mis en 42. Et là encore une fois, je ne vous rejoins pas. Je comprends que vous donniez beaucoup d'importance aux statistiques, et je comprends que Draymond Green ne coche pas ses cases. Sauf que Draymond Green, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, on peut lui reprocher son caractère complètement imprévisible, on peut lui reprocher ses pétages de câbles. Aujourd'hui encore, ça reste le chef de file de la défense d'une équipe qui est contender, ça reste un joueur qui était champion en 2022, et même s'il a foiré un petit peu sa finale en playoff, j'ai trouvé qu'il avait un très gros rôle. C'est un joueur, quand il est absent, tout de suite, je trouve que dans la défense de Golden State, ça se sent. Voilà, c'est un joueur de valeur, d'une valeur assez unique, et dans un
un profil aussi qui est assez unique. Donc je comprends qu'il régresse aussi avec l'âge, mais top 42 pour moi ça suffit, hein, c'est la place où je l'avais mise. Top 59, ça me paraît sévère. Encore une fois, ça me paraît sévère. J'ai l'impression que la défense de Draymond Green n'est pas assez prise en compte quand on le classe qu'en 59 dans une équipe comme les Warriors. Après, je comprends, c'est aussi un joueur que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, et ça je l'ai souvent lu, parce que il est détestable, hein, de temps en temps, avec ses coups bas, avec son caractère et avec ses déclarations. Ça fait partie du personnage, ça fait partie des traits que j'aime pas non plus chez lui. Mais est-ce que ça suffit pour le mettre si bas ? Moi je suis pas d'accord, je l'aurais... Alors peut-être pas en place 42, quoique si, je pense que j'assume ma place. En tout cas, 17 places, c'est un gros écart. Et jamais de la vie, moi, je m'imagine mettre Draymond en 59. Vient Aaron Gordon, et bien pour la même raison, moi j'ai du mal avec ça. Aaron Gordon, pour moi, pareil, c'était le cœur et l'âme de la défense de ces Nuggets qui ont été champions NBA. J'ai trouvé qu'en plus de ça, offensivement, il a très bien réussi, notamment en finale, à bully les intérieurs de Miami qui avait personne pour défendre sur eux. Je trouve qu'il fait partie de ces joueurs que Mike Malone a mis dans un super rôle, et un rôle que lui a su appréhender et a su briller dans ce rôle. Pour moi, le mettre en 58... J'ai l'impression, en tout cas, c'est pas se rendre compte de l'importance et de l'impact qu'il a dans cette équipe qui a fini championne NBA. C'était une des clés. Pour moi, sans Aaron Gordon, les Nuggets sont pas champions NBA. Alors après, on peut faire ça avec tous les joueurs, c'est sûr. Mais je crois que la valeur de Aaron Gordon, elle est grosse. Et encore une fois, je veux gagner un titre après-demain. Aaron Gordon, je suis content de l'avoir dans mon effectif. Et sûrement plus que des joueurs que vous avez classés devant lui. Par exemple, Paolo Banchero, je l'adore, hein, il a fait une super saison rookie. Mais un Paolo Banchero... malgré tout son talent, je préfère un joueur référencé comme Aaron Gordon qui excelle vraiment dans son rôle et qui peut justement jouer avec beaucoup de monde et pas forcément être l'option 1 pour briller. Après c'est comme ça, hein, peu importe. Aaron Gordon, vous le voyez bien moins bien classé que moi et c'est comme ça. C'est peut-être que j'aime bien aussi Aaron Gordon, mais là encore une fois on est sur un désaccord sur lequel je vais pas lâcher grand chose. Tyrese Maxey, là je veux bien lâcher plus de choses, même si j'ai l'impression que vous le surcotez un peu. Je vais pas m'en plaindre. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur des Sixers, et encore une fois, il souffre un petit peu du syndrome Tobias Harris, peut-être, ou comme je vous disais, par peur de trop surestimer les joueurs des Sixers, peut-être que je peux avoir tendance à les sous-coter de temps en temps, mais Tyrese Maxey, ça me semble un petit peu tôt pour être 52, juste une place derrière Chris Paul. Tyrese Maxey, clairement, c'est un dynamiteur de fou, c'est un scoreur qui a des qualités de fou, c'est un mec qui a une vitesse de dingue, qui peut parcourir le terrain comme un éclair, et qui apporte un vrai dynamisme et une espèce de fraîcheur à cette équipe de Philly qui en a grandement besoin. Un Tyrese Maxey, c'est vrai que c'est un pion essentiel de cette équipe de Philadelphie. N'empêche que, je trouvais qu'en play-off, notamment dans la série face à Boston, souvent, on voyait que le joueur, et je lui jette pas la pierre pour ça, c'est un joueur très jeune, de toute façon, mais le joueur qui avait le moins de QI basket sur le terrain, souvent c'était Tyrese Maxey, et ça se voyait dans ses choix offensifs. Et c'est pour ça que moi je suis pas encore prêt à le classer en place 52, parce que encore trop d'erreurs, encore trop de choix aléatoires, pas assez d'expérience, pas assez de maturité, tout ça, ça va venir, il a le temps, et en tout cas il a le potentiel pour que ça arrive, mais clairement je préfère largement un Chris Paul, je le mets pas juste une place devant. Chris Paul, il a beau se blesser tout le temps, il a beau ne plus courir, il a beau ne même plus arriver à créer la séparation pour balancer des mid-range, d'ailleurs on est plutôt assez d'accord sur la place de Chris Paul, je trouve qu'en termes de QI basket et de cerveau, il surpasse un Tyrese Maxey dans tous les domaines, et clairement, alors après-demain, si je veux gagner un titre, j'espère que Chris Paul sera en bonne santé. L'exemple est pas très bon, parce que Chris Paul, à chaque fois qu'il faut gagner un titre, il se blesse, mais je crois que je préférerais clairement un Chris Paul dans l'équipe, même avec le risque qu'il se blesse, dans cet aspect chef d'orchestre, dans cet aspect qui va apporter de la sérénité à l'équipe, et qui va en plus de ça agir en vétéran, agir en leader, chose que Tyrese Maxey ne peut pas faire. Donc oui, vous mettez toujours Chris Paul devant Tyrese Maxey, mais pour moi il y a quand même un plus gros écart entre les deux joueurs qu'une seule place dans un top 100. Donc voilà, Tyrese Maxey, je suis content que vous le voyez plus haut, mais j'ai l'impression qu'il mérite pas encore d'être classé en 52, même si ça viendra peut-être. Un Ayton aussi, que vous voyez beaucoup plus haut. Et là-dessus, peut-être que je peux vous rejoindre. Ayton, je l'avais mis en 53, donc vous le mettez en 48. Et j'avoue que j'ai peut-être été un peu sévère en le mettant en 63, dans la mesure où c'est vrai qu'un pivot comme Ayton, qui peut agir des deux côtés du terrain comme ça, et même être plutôt efficace, avec toutes les failles qu'on lui connaît, dans une équipe où finalement on le sert peu, où il a peu la balle, parce que quand t'as Booker et quand t'as Durant, forcément, t'es pas l'option 1 offensive. Et moi, je crois que si j'ai sous-côté Ayton, en tout cas si je l'ai mis 63, c'est parce que, encore une fois, j'en parlais un petit peu plus tôt, je crois que j'en parlais, c'était avec Jordan Poole, je crois que j'en parlais plus tôt dans ce live. J'ai besoin
pour classer haut un joueur, qu'il ait une attitude exemplaire qui donne aussi envie à ses coéquipiers de le suivre. Et je trouve que Ayton, dans l'attitude, il y était pas forcément cette saison. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui est cassé entre Ayton et les Suns depuis les playoffs 2022. C'est pas par hasard, je crois, que les Suns ont essayé de le transférer, même si là je pense que maintenant ils vont le garder. Et je comprends vraiment cette place 48. Je vous explique juste pourquoi je l'ai mis en 63. J'ai peut-être été un peu trop sévère avec lui, comme je disais, parce que clairement au niveau des qualités il est présent, Ayton, et en plus de ça il fait ça dans une équipe qui brille. Donc là-dessus je vous rejoins, une place 48 pour Ayton. Ben voilà, ça a beau être en rouge, moi je peux très bien comprendre que vous l'ayez mis en 48, et peut-être que si je refaisais mon top 100 aujourd'hui, je le classerais plus haut que la place 63. Ensuite on a CJ McCollum, encore en rouge, que moi j'avais mis en 56 et que vous mettez en 46. Je comprends aussi, en termes de qualité au scoring, CJ McCollum est trop fort, il a apporté beaucoup quand il est arrivé à la Nouvelle-Orléans l'année dernière. Maintenant je lui reproche quand même certaines choses à CJ McCollum, et le fait par exemple de ne pas avoir réussi à confirmer la très bonne deuxième partie de saison qu'il avait faite en 2022 dès qu'il est arrivé du côté de Nola. Là je trouve McCollum il s'est montré peut-être un petit peu moins engagé, il aurait pu agir plus en leader, surtout quand on avait un Ingram qui a manqué beaucoup de matchs, un Williamson qui a manqué beaucoup de matchs. Les Pelicans ont coulé parce que McCollum n'a pas non plus réussi à accepter ou endosser ce rôle d'option 1 qui fait gagner des matchs. C'est pour ça que j'ai été sévère avec McCollum et que je le mettais en 56. Maintenant c'est vrai que en termes de qualité il est présent, et que vous le mettiez en 46, finalement ça me choque pas tant que ça. Encore une fois j'explique pour les raisons pourquoi je le mettais en 56, mais le mettre en 46, why not, hein, parce que ça reste quand même un vrai joueur de basket avec tout plein de qualités. Et enfin Desmond Bane que vous avez mis en 43 et que moi j'avais mis en 51. Pourquoi pas, encore une fois, Desmond Bane, c'est vrai qu'au niveau du talent, les capacités, il les a, et des deux côtés du terrain. C'est un gars qui peut créer pour lui de plus en plus, qui est très 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 adroit à 3 points, c'est une machine au shoot, en catch and shoot pour jouer off-ball, il est parfait, c'est un super complément à Ja Morant. Défensivement, c'est un monstre, c'est un mec qui est tanké de ouf, il a un physique comme j'ai jamais vu presque, au niveau des épaules et des bras. Donc ouais, Desmond Bane 43, je peux comprendre. Moi si je l'ai mis plus bas, c'est que cette saison, il s'est blessé, et je trouve que, malgré un début de saison sur les chapeaux de roue, l'échantillon n'a pas été assez bon, parce que quand il est revenu ensuite, il a eu du mal à retrouver ce très bon niveau qu'il avait en début de saison. J'ai besoin de plus de Desmond Bane, j'ai besoin, encore une fois, si je parle du potentiel, clairement la place 43 je la valide et je le mets peut-être même encore plus haut, mais si je place du niveau actuel, même si c'est un excellent joueur que j'aime beaucoup et qui en plus de ça donne l'impression de bien jouer avec son cerveau, j'ai peut-être pas encore assez de certitude pour le mettre dans mon top 50. Bon, je l'avais mis à la limite, vu que j'avais mis en 51, mais j'ai besoin de ces certitudes. J'imagine que si vous l'avez mis en 43, c'est que ces certitudes, vous les avez, je les ai peut-être pas assez vues, mais ça explique, je pense, notre petite différence concernant Desmond Bane, et ça nous permet de finir ce visuel-là. Allez, l'avant-dernière page. Et l'avant-dernière page, vous connaissez, vous avez compris le principe. C'est un live où de toute façon on échange beaucoup, et j'aime beaucoup faire ça avec vous, et justement, toutes ces couleurs permettent de débattre, et le fait de rajouter du orange et du rouge au fur et à mesure, ça permet de parler de plus de joueurs, et même si c'est un petit peu décousu, parce que là je vous donne un petit peu mon ressenti sur le moment, j'aime bien qu'on parle de tous ces gars, et donc là, comme vous le voyez, maintenant, il suffit de plus de 6 places d'écart pour être en rouge. On voit qu'il n'y a que 3 joueurs qui sont en rouge et 7 places d'écart, ils étaient à la limite, comme quoi il n'y a pas eu tant d'énormes désaccords que ça dans cette liste de 40 à 21. Par contre, on a énormément de oranges qui sont entre 4 et 6. Quelques verts qui sont entre 1 et 3 places d'écart, et encore une fois, on a 3 joueurs, Lauri Markkanen, DeMar DeRozan et James Harden, que vous avez mis exactement la même place que moi. Et ça, c'est encore assez drôle, j'en parlais tout à l'heure avec Russell Westbrook, le fait que James Harden, ce soit aussi un joueur qui fasse beaucoup débattre, qui clive beaucoup, qui fait beaucoup parler de gens avec les émotions, finalement, on est complètement d'accord sur James Harden, alors que moi, quand j'avais mis en 24, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui disaient que je le sous-cotais trop, parce que c'était quand même un excellent playmaker, comme il n'y avait pas en NBA, d'autres qui me disaient que je le surcotais trop parce qu'il était incapable de gagner. Finalement, si on fait une moyenne de tout ça, chez vous aussi, il arrive à la place 24, James Harden. Et c'est assez rigolo, je trouve, de voir ça. C'est pas forcément les joueurs qui font le plus débattre sur le moment qui, finalement, créent le plus de débats quand on compare nos tops respectifs. Bref, on va parler des rouges et des oranges. Karl-Anthony Towns, vous l'avez mis en 40. Je peux comprendre tant il a été décevant cette saison, tant il a pas réussi à s'adapter à son poste d'ailier fort, que lui-même a réclamé et revendiqué, et tant il a pas réussi à peser sur cet effectif de Minnesota. N'empêche que Karl-Anthony Towns, je me rappelle quand j'avais mis 33, je me disais je ne veux pas le juger que sur cette saison. C'est un joueur qui
par le passé a montré qu'il pouvait montrer plus, qu'il pouvait apporter plus, et j'arrive à lui trouver des excuses encore cette saison en me disant, ben voilà, ses automatismes avec Rudy Gobert n'étaient pas encore assez développés, il a dû s'adapter à un nouveau poste et un nouveau rôle, il a pas eu le temps de le faire parce qu'il a été beaucoup blessé, c'est pour ça que j'ai pas été trop sévère avec lui. Maintenant, votre sévérité, le mettre seulement en 40, alors que c'est un joueur qui, on va pas se le cacher, hein, avec les qualités qu'il a, le potentiel qu'il a, on parle pas de potentiel, mais ce que je veux dire, le potentiel qu'il peut, s'il arrive à faire à exploiter ses qualités à tous les matchs, tous les soirs, il mérite limite un top 20 ou un top 25, hein, Karl Anthony Towns. Des joueurs qui ont autant de skills, il y en a peu en NBA. Le problème, c'est encore une fois une question d'attitude, et je comprends qu'il vous ait déçu, et donc c'est pour ça que vous lui faites perdre cette place par rapport au classement que je lui avais donné, c'est-à-dire la place 33, et je peux l'entendre, je pense que je le mettrai pas si bas que la place 40, peut-être que je le remettrai pas en 33, mais je trouve que peut-être que je trouverai un juste milieu, je le baisserai peut-être un petit peu par rapport à la place 33. Ensuite, on a un Tyrese Haliburton que moi j'avais mis en 32 et que vous mettez en 39. Et peut-être que je me suis un peu enflammé trop vite concernant Tyrese Haliburton, et ça aussi je veux le reconnaître, et je veux bien admettre un petit peu, encore une fois, mettre de l'eau dans mon vin, dans la mesure où Tyrese Haliburton, moi ce que j'appréciais énormément chez lui, c'est que c'est un super playmaker, un mec qui joue avec son cerveau, qui joue toujours juste malgré son jeune âge, qui en plus de ça est adroit à 3 points et qui défend, et qui déjà est capable d'agir en franchise player ou en go-to-guy de cette équipe d'Indiana, d'agir en leader aussi, d'agir comme un joueur mature, et c'est toutes ces qualités-là que j'ai mises en avant et qui ont fait que je l'ai classé en 32. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours dit qu'il fallait que je donne de l'importance aux playoffs, et Tyrese Haliburton n'a jamais joué les playoffs de sa vie, et même s'il a montré d'excellentes choses en saison, j'aurais besoin qu'il montre peut-être plus de choses en playoffs, et peut-être que effectivement, en prenant en compte le fait qu'il n'ait pas fait les playoffs, une place 39 est peut-être plus cohérente qu'une place 32, peut-être que je me suis un petit peu enflammé concernant Tyrese Haliburton. En même temps, on va pas se jeter la pierre, il est tellement beau à voir jouer, en tout cas c'est le genre de joueur que j'adore voir jouer, et c'est peut-être pour ça que je me suis enflammé à son propos, et cette place 39, je vous la valide, je la trouve assez bonne finalement, peut-être mieux que celle que je lui avais attribuée dans mon top 100. Ensuite on a Zach LaVine. Après Zach LaVine, voilà, je l'ai mis en 36, vous l'avez mis en 36 pardon, et moi je l'avais mis en 40. Pourquoi pas finalement 4 places d'écart. À ce niveau-là, j'ai pas l'impression que la différence soit si énorme. De toute façon, il y aurait eu que 3 places d'écart, il aurait été en vert, on n'en aurait pas parlé. Zach LaVine, moi j'ai un vrai problème avec lui. C'est le fait qu'il agisse pas en vrai franchise player. C'est un scoreur qui peut être propre, mais qui défend toujours pas, et qui se montre pas assez investi. J'ai l'impression qu'il choisit un petit peu ses matchs, et qui joue trop facile, qui joue toujours un petit peu avec le frein à main. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été sévère à son propos, parce que je suis conscient de ses qualités, je suis conscient du fait qu'il peut être un super scoreur, qu'il peut être athlétique, et qui peut vraiment être un mec à qui on donne la balle, hein, sur qui on peut compter, qui peut jouer on-ball et off-ball, donc tout ça c'est des vraies qualités. Mais encore une fois, c'est sur l'attitude que je l'ai pénalisé, et je pense que je le remettrais pas en 36, hein, si je le refaisais aujourd'hui, le top 100, je pense que je lui garderai cette place 40, parce que j'ai besoin qu'il ait une attitude de compétiteur, je veux qu'il ait l'œil du tigre, Zach LaVine, pour mériter une place 36, et pour l'instant ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à trouver chez lui, en tout cas pas assez pour que je lui fasse gagner 4 places comme vous l'avez fait. Après on a Brandon Ingram, que moi j'avais mis en 30 et que vous avez mis en 35, donc Brandon Ingram, peut-être que je l'ai un petit peu surcoté, mais encore une fois, je crois qu'on est sur un joueur que j'aime beaucoup trop et que j'ai du mal à juger. Brandon Ingram, moi j'aime ce qui... contrairement à Zach LaVine, moi si je compare les deux, je prends Brandon Ingram tous les jours devant Zach LaVine. Je trouve que Brandon Ingram, dans les qualités de scoreur, il dispose à peu près des mêmes que Zach LaVine, sauf qu'il est beaucoup plus grand, il peut aussi scorer aux 3 niveaux, il peut être très adroit de loin, sauf que Ingram, même s'il a toujours ce côté un petit peu sleepy, qui a l'air démotivé, dans l'attitude il est pas forcément toujours exemplaire et il donne pas toujours envie à ses coéquipiers de le suivre, lui par contre il peut agir des deux côtés du terrain, il peut vraiment créer des shoots qui sont complètement incontrables, et il a une espèce de panoplie de skills, sans avoir forcément les qualités athlétiques de Zach LaVine, même si c'est peut-être plus les mêmes qu'avant, ou non, quoi, que Zach LaVine il est toujours très athlétique, hein, on va pas le critiquer là-dessus, mais clairement moi je préfère largement un Brandon Ingram à un Zach LaVine. Pour moi il y a plus d'une place d'écart entre les deux, je le surestime peut-être, Brandon Ingram, lui non plus n'a pas fait les playoffs cette saison, j'ai adoré, il faut dire aussi, c'est peut-être pour ça, mais j'ai adoré la série de playoffs qu'il avait faite en 2022, je l'ai encore en mémoire, j'ai pas en mémoire une série où Zach LaVine a porté son équipe comme Brandon Ingram l'a fait en 2022, et c'est pour ça que pour moi il doit y avoir plus d'une place d'écart, donc ouais, même si je me rends compte que c'est peut-être un peu l'affect qui parle, Brandon Ingram je l'aurais mis avant la place 35, malgré votre classement je continuerai à le mettre avant la place 35. Maintenant on a Mikal Bridges, que vous avez mis en 32 et que j'avais mis en 39, donc il est en rouge parce que ça fait quand même un gros écart, et là je pense que je sais d'où il vient l'écart, parce que Mikal Bridges, sur sa deuxième partie de saison avec les Nets, à partir du moment de son transfert depuis Phoenix, il a été excellent, il s'est imposé comme le go-to-guy de cette équipe de Brooklyn, il s'est mis à scorer dans tous les sens, montrant que c'était pas juste un défenseur élite, prouvant que c'était aussi un mec qui pouvait créer pour lui, et pas juste un joueur qui, comme il le faisait à Phoenix, s'inscrivait dans un collectif pour marquer des
des points. Non, ça peut vraiment être un joueur sur lequel on compte. Maintenant, est-ce que ça peut suffire pour qualifier son équipe en playoff? Je sais pas. Et c'est pour ça que moi, je l'avais pas mis aussi haut. J'ai pas voulu m'enflammer trop. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais je me suis dit, attention, Michael Bridges, il a fait quoi? Il a fait 3 mois au Nets. Il est allé en playoff, mais dans une équipe où, comme on le disait plus tôt, on avait des Kevin Durant et des Kyrie Irving qui avaient fait le taf en première partie de saison pour permettre aussi aux Nets de partir avec un bilan qui était pas trop catastrophique. On s'en rappelle, même à un certain moment de la saison, quand il y avait encore KD et Kyrie, les Nets étaient premiers de la conférence Est. Et Michael Bridges, s'il a fait les playoffs, c'est aussi qu'il a pu surfer sur cette vague. Peut-être que il est capable, et ça on le verra la saison prochaine, de qualifier une équipe en playoff, une équipe dont il est le franchise player en playoff. On verra, mais pour l'instant j'en ai pas la certitude. Et c'est pour ça que pour moi c'est un petit peu précipité de le mettre en 32. Et encore une fois, je crois que j'assume ma place 39. Là-dessus on est en désaccord, mais Michael Bridges en 39, je la garde cette place. J'ai besoin de plus. L'année prochaine, je pense qu'il y sera en 32, il peut peut-être même faire mieux, mais en tout cas avec ce qu'il m'a montré jusqu'à maintenant, la place 39 me paraît, en tout cas à mes yeux, un petit peu plus cohérente. Et après, on a tout un paquet de joueurs qui sont en orange, on va en parler assez vite. Peut-être les deux qui ont 6 places d'écart à la fin, Edwards et Sabonis, on parlera un petit peu plus d'eux, parce que là ça fait beaucoup de joueurs. On a Holiday que vous avez mis 5 places au-dessus de moi. Je comprends et ça me fait plaisir. Holiday, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc je ne vais pas critiquer ce choix de votre part. Super défenseur, hein, l'un des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue. Sauf que, même s'il a gagné le titre avec les Bucks en 2021, moi ce que je lui reproche un petit peu à Holiday, c'est que même s'il a montré cette saison qu'il était même capable de porter son équipe des Bucks sur certains matchs en scorant en faisant des cartons au scoring, même quand Giannis n'était pas là, ou même quand il était là d'ailleurs, en tout cas il a fait des très bonnes choses. Cette saison il s'est vraiment imposé en option 2 de cette équipe des Bucks devant Chris Middleton, et ça c'est tout à son honneur. Sauf que c'est pas la première fois qu'il se trouve en playoff. Et là, j'ai trouvé que ça a été dur pour lui. Forcément, il fallait qu'il défende sur Jimmy Butler. Mike Budenholzer lui a pas rendu la tâche facile. Mais Holiday, ça a été dur en playoff. Et offensivement, il était pas là non plus. Et ça, c'est pas Jimmy Butler qui l'a empêché de scorer. Son adresse était pas du tout au rendez-vous. Et je trouve que Holiday, même si effectivement il est déjà allé au bout dans sa carrière il y a 2 ans, plusieurs fois en playoff, il m'a provoquer ou créer des interrogations ou des doutes en me disant attention, c'est peut-être pas un joueur qui, comme d'autres le font, est capable d'augmenter son niveau de jeu en playoff. Et c'est pour ça, en tout cas c'est la raison pour laquelle je l'ai mise en 35, alors que le cœur aurait aimé que je le classe beaucoup plus haut. Bam Adebayo, vous le mettez en 27, je l'avais mis en 23. Je vous trouve sévère concernant Bam Adebayo, qui pour moi tout simplement était le meilleur joueur du Heat pendant la finale NBA, et rien que ça pour moi ça mérite d'être respecté et d'être pris en compte à sa juste valeur. Pour moi il mérite un top 25, Bam Adebayo. Clairement c'est pas le meilleur scoreur du monde, alors qu'il marque quand même pas loin de sa vingtaine de points par match, mais par contre c'est un défenseur comme il y en a peu en NBA, qui est super polyvalent, qui est super mobile, qui est un peu sous-dimensionné pour un poste 5, c'est sûr et certain, mais qui compense avec son activité, et qui est un compétiteur aussi, et qui a su élever son niveau de jeu. Moi j'apprécie, c'est des qualités que j'apprécie vraiment chez Bam Adebayo, et clairement moi je le mettrais plus haut. Paul George par contre je comprends, je l'avais mis en 22, vous l'avez mis en 26, oui, tout simplement parce qu'il a été beaucoup blessé encore une fois cette saison, et c'est un petit peu le quotidien, le train-train pour Paul George de manquer énormément de matchs. Et ce que je vois, c'est que plus le temps passe et plus certains d'entre vous arrêtent d'y croire en Paul George en se disant de toute façon le mec est jamais en forme quand ça compte, et comment tu peux être top 25 quand t'es pas en forme quand ça compte et quand t'es pas allé en playoff. C'est un discours que je peux totalement entendre. Donc ouais, cette place 26 de Paul George, je la valide totalement. J'ai sûrement pris en compte énormément ses qualités que j'apprécie. On sait à quel point c'est un two-way player excellent, Paul George, qui, même si ça fait longtemps, est capable d'agir en franchise player, même si maintenant c'est plutôt l'option 2 derrière Kawhi quand il y a tout le monde. Mais voilà, il mérite mieux. Il ferait une saison où il serait à 100% de sa santé physique, il serait dans le top 25 no-brainer, les yeux fermés. Mais sauf que pour qu'un joueur soit bon et pèse sur son équipe, il faut qu'il soit là régulièrement. C'est pas le cas de Paul George, donc je comprends tout à fait que vous le mettiez hors du top 25. Jamal Murray, vous le mettez en 23, je l'avais mis en 19. Encore une fois, je comprends, parce que Jamal Murray, il a surtout fait d'excellents playoffs, et peut-être que l'échantillon est faible. Sauf que, comme je disais, les playoffs, pour moi, c'est le moment où ça compte le plus. Et si mon but, c'est d'aller le plus loin possible en playoffs après-demain, j'aimerais prendre un Jamal Murray rien que grâce à son côté compétiteur, et son côté où il peut vraiment augmenter son niveau de jeu en playoffs. Donc je l'ai mis en 19 principalement pour ces raisons-là. Vous l'avez mis en 23, je pense, parce que il n'a pas assez montré sur la saison, et je comprends que vous donniez aussi de la valeur à la saison, quand moi j'en donne peut-être un peu plus sur les playoffs. Donc vous le mettez en 23, je mets en 19, la différence est pas folle, mais j'arrive à l'entendre quand même. Et enfin on a Anthony Edwards, que vous mettez en 22 alors que je l'avais mis en 16. Peut-être que je me suis un petit peu enflammé sur Anthony Edwards, mais au moment où j'ai fait mon top 100, on sortait on était en plein playoff, et Anthony Edwards venait de faire une série assez énorme, malgré la défaite au premier tour face aux Nuggets. J'ai apprécié comment Anthony Edwards s'est imposé comme le go-to guy de cette équipe de Minnesota, devant Karl Anthony Towns,
si encore quelques mois on pouvait avoir des doutes sur qui est le franchise player, aujourd'hui il n'y en a plus aucun, et je trouve ça très fort. C'est un attaquant de fou qui a des qualités complètement élites, qui athlétiquement est au-dessus de tous les autres, qui se met même un petit peu à défendre en plus de temps en temps grâce à son impact et son intensité physique, qui a les mains actives en tout cas et qui fait preuve de volonté. Et surtout, moi c'est ce que j'apprécie, c'est son sourire, sa bonne humeur, son envie et le fait de tirer aussi ses coéquipiers vers le haut. Je trouve qu'à un si jeune âge, c'est très bien d'avoir un caractère comme ça pour Anthony Edwards. Peut-être que 16, j'ai un peu abusé en le mettant en 16, mais je l'aurais peut-être pas descendu autant que la 22e place, Anthony Edwards. Par exemple, tous les jours, moi, Anthony Edwards, je mets devant un Domantas Sabonis, que vous avez mis en 21 et que moi j'avais mis en 27. Domantas Sabonis, c'est pareil, c'est un pivot assez unique, on connaît ses qualités, c'est un vrai facilitateur, qui a une vraie vision de jeu, qui fait des passes, qui peut prendre des rebonds aussi, qui a un super rebondeur d'ailleurs, enfin, on l'a vu, hein, le poids qu'il avait dans les petites choses à Sacramento a été essentiel, et il est une des grosses raisons, lui aussi, du gros parcours des Kings cette saison, et de la belle série en 7 matchs qu'ils ont faite contre les Warriors au premier tour. Le truc, c'est que Sabonis, autant c'était pour moi c'était pas le meilleur scoreur de l'équipe de Sacramento, c'était le meilleur passeur, mais pour moi c'était le meilleur joueur de la saison régulière, mais ce n'était plus le cas quand les playoffs sont arrivés. Quand les playoffs sont arrivés, on a vu qui était le patron, c'était De'Aaron Fox, qui a su élever son niveau de jeu, lui. Quand Domantas Sabonis, lui, je l'ai trouvé un petit peu plus soft, j'ai trouvé qu'il galérait un petit peu, face à une équipe des Warriors, en plus qui n'avait pas forcément grand monde pour le stopper. Il y avait Draymond Green qui a défendu sur lui, on se rappelle du petit bif qu'il y a eu entre les deux quand Green lui a écrasé le torse, mais en face, il avait quand même Kevin Looney, et même si Kevin Looney, je veux pas non plus le discréditer parce que c'est un excellent défenseur, je m'attendais que Domantas Sabonis en playoff ait plus d'impact, et c'est peut-être pour ça que je l'ai un petit peu pénalisé, un petit peu taclé, mais voilà, peut-être que le mettre en 27, c'était peut-être un poil trop bas, et encore, quand je vois les joueurs qu'il y a devant, je suis pas sûr. Il y a quand même tout un paquet de joueurs que je préfère à Domantas Sabonis aujourd'hui. Je souhaite de me faire mentir parce que c'est quand même un joueur que j'aime bien, même si son impact défensif peut poser question encore. Mais voilà, clairement, moi je veux gagner, je veux faire un long parcours de playoff après-demain. Je prends un Anthony Edwards et un Jamal Murray devant Domantas Sabonis tous les jours. C'est mon avis et je comprends que le vôtre soit différent, mais là-dessus par contre, je ne lâcherai pas et j'assume encore une fois mon classement. Et donc on va terminer avec la dernière page, celle où je vais me faire tirer dessus, celle où on va débattre fort, celle où forcément les émotions de votre côté comme du mien vont prendre le dessus, parce que là on parle du top 20 des joueurs NBA, donc l'élite. Alors l'élite, j'ai tendance à dire que c'était le top 15 d'habitude, mais allez, on va résumer ça au top 20, et on voit que finalement, il y a quand même des joueurs sur lesquels on est d'accord. On va commencer par ça. Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, pour vous aussi, ils sont en 1 et 2. On a eu un désaccord sur Embiid et Curry, vous aviez mis Curry moi j'avais mis Curry en 3, vous avez mis Embiid en 3. Pour moi, Curry, si je veux gagner un titre après-demain, encore une fois, c'est ce que je disais, je crois que Stephen Curry a plus d'expérience du titre que Joel Embiid, c'est pour ça que j'ai mis Curry devant. Donc bref, tout ça, on va pas trop débattre là-dessus, il y a qu'une place d'écart, c'est pas fou, et voilà, je confirme, moi, mon Curry devant Embiid, aussi, tous les jours, et peu importe, c'est comme ça, l'écart est pas finalement énorme. Donc comme vous voyez, de toute façon, là j'étais encore plus sévère avec les couleurs, parce qu'en vert, une place d'écart. À partir de 2 places, ça passe en orange, et plus de 4 places, ça part en rouge. Donc la sévérité est folle, mais justement, comme je disais, ça permet d'avoir plus de joueurs en orange et en rouge, et ça permet de débriefer, de débriefer encore plus. Le premier joueur qui est en orange, c'est Donovan Mitchell, que j'avais mis en 20, vous l'avez mis en 17. Je comprends, Donovan Mitchell, c'est un scoreur assez fou, sauf que je l'ai mis en 20, parce que je trouve que ça fait longtemps qu'il n'a pas montré en play-off qu'il était capable d'avoir à nouveau le niveau qu'il avait dans la bulle, où il avait été complètement exceptionnel. L'année dernière, il s'est complètement foiré en play-off avec Utah, on s'en rappelle, où il s'est fait complètement ouvrir. Défensivement, il était pas là. Offensivement, il regardait ses pieds, il jouait que pour lui, il faisait pas du tout partie du collectif d'Utah. Il s'est rattrapé en faisant une très belle arrivée à Cleveland. Une saison magnifique, une performance à 71 points dont on se rappelle tous, une équipe de Cleveland qui va en play-off aussi, tout ça c'est grand pour Donovan Mitchell, sauf que, moi là où je lui en veux, c'est cette espèce d'écroulement qu'il a connu en play-off, où Donovan Mitchell ne s'est pas du tout montré à la hauteur du joueur qu'il devait être et du joueur qu'il avait été en saison. Pour moi, Donovan Mitchell c'était clairement devenu un franchise player et un joueur exceptionnel en saison régulière, sauf que en play-off, il l'a pas montré, et voir à quel point son niveau de jeu peut baisser comme ça face à une équipe des Knicks qui certes joue bien, mais c'est pas non plus une équipe qui était favorite pour gagner le titre, mais ça m'a inquiété, et je trouve que le mettre à la place 17, c'est peut-être un poil trop haut. Donovan Mitchell, ça fait trop longtemps qu'il a pas fait de grandes choses en play-off, et c'est pour ça qu'on avait un désaccord. Maintenant, 3 places, c'est pas non plus énorme, je le mets en 20, vous le mettez en 17, tout dépend des joueurs qui sont entre les deux, mais par exemple, aujourd'hui,
je préfère... qui c'est que vous avez mis derrière Donovan Mitchell? Non, j'avoue, ça discute. Hein. Est-ce que je préfère Donovan Mitchell et Trae Young? Je sais pas, ça discute. Est-ce que je préfère Mitchell ou Jaylen Brown? Je sais pas, ça discute. Jaylen Brown est un meilleur défenseur, mais Mitchell est un bien meilleur attaquant. Est-ce que je préfère Mitchell ou Fox? Je sais pas, ça discute. Non, en vrai, je comprends cette place de Donovan Mitchell. Je vous explique pourquoi moi je l'avais mis en 20, parce que ces playoffs m'ont déçu, mais je comprends tout à fait que vous le mettiez devant Trae Young, devant Jaylen Brown et De'Aaron Fox. Tout ça, ça a du sens, et pas de problème avec ça. Non, là où j'ai été surpris, c'est que vous avez mis Kyrie Irving en 16, quand moi j'avais mis en 25. Clairement, moi non, je veux pas lui enlever ses qualités. Kyrie Irving, on sait à quel point c'est un dribbleur de fou, un mec qui a des qualités exceptionnelles en attaque et pour scorer, qui peut même jouer off-ball aussi, et dans la création pour lui, il est complètement dingue. Dans la création pour les autres, c'est pas non plus sa spécialité, c'est plus un meneur-scoreur qu'un meneur-passeur, mais il sait faire quand même, il a une science basket assez folle, il a quand même du vécu, il a déjà gagné un titre en 2016 avec LeBron, c'est un joueur sur qui normalement on peut compter. Sauf que le problème, c'est que je trouve pas qu'on parle. Normalement on peut compter sur lui, mais en vrai, est-ce que c'est réel? Pas tant que ça. Kyrie Irving, c'est le joueur instable par excellence. Et comme je vous disais, quand je vais faire mon top 100 et quand je vais essayer de savoir qui vont être les joueurs les plus utiles pour moi pour gagner un titre très très rapidement, est-ce que je peux compter sur Kyrie Irving, sur un Kyrie Irving impliqué, qui va montrer son meilleur visage tous les soirs? J'en sais rien. Un Kyrie Irving qui montre son meilleur visage et qui joue à son meilleur niveau, clairement il est top 15. Mais est-ce qu'il va jouer... Enfin, combien de fois il va le montrer sur 5 matchs son meilleur visage? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? T'as l'impression que tu lances un dé et tu vois, et t'en sais rien. Et moi c'est ce que je lui reproche. Je lui demande plus de constance dans son attitude et son implication. Et tant qu'il ne la montrera pas, cette constance, tant qu'il sera aussi imprévisible, j'ai du mal, moi, à le classer si haut. Le mettre top 16, ça me paraît beaucoup trop haut, concernant un joueur sur lequel on ne sait pas si mentalement on va pouvoir compter sur lui. Ensuite, il faut qu'on parle de Kawhi Leonard, que moi j'avais classé en 11 et que vous mettez en 15. Et ça, je comprends tout à fait. Et je me rends compte qu'avec le recul, je l'ai sûrement trop bien classé, Kawhi Leonard. Je pense que je l'ai mis en 11 parce que j'ai été un petit peu... je vais éteindre mon ventilateur, excusez-moi, parce que là, je commence vraiment à tousser, à m'étouffer j'allais dire, mais non, plutôt à tousser. Et donc, comme j'ai expliqué, Kawhi Leonard, je pense que j'étais un petit peu biaisé par les 2 matchs qu'il a fait en playoff avec les Clippers, où je l'ai trouvé complètement exceptionnel. D'ailleurs, le match 1, c'est vraiment Kawhi Leonard qui le gagne à lui tout seul, et je vais le dire, hein, je sais que je peux me faire des ennemis, mais dans l'attitude, dans le visuel, depuis Kobe, j'avais rarement vu un joueur qui ressemblait autant autant à Michael Jordan que Kawhi Leonard dans ce premier match, ou même le Kawhi Leonard des Raptors, qui pour moi ressemblait beaucoup à Michael Jordan dans son attitude et dans sa façon de prendre des shoots à mi-distance et de créer. Bref, peu importe, Kawhi Leonard en forme, c'est un joueur excellent des 2 côtés du terrain qui mérite bien plus qu'un top 15. Maintenant, voilà, je me suis peut-être un petit peu enflammé par rapport à ça, parce que quand il est là, il est vraiment excellent, mais le problème c'est qu'il est rarement là. On se rappelle en 2022, il a pas fait les playoffs, là il se blesse après le 2e match, il revient plus, et est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui pour gagner un titre? En 2019 on pouvait, en 2023 c'est moins sûr. Donc je pense que une place 11 c'était trop élevé de ma part pour Kawhi Leonard. Et je suis assez d'accord finalement avec votre place 15, j'aurais dû le classer plus bas, et au moment de mon top 100, je me disais non, il est beaucoup trop fort pour le mettre top 15. Mais aujourd'hui, avec du recul, je pense que oui, une place numéro 15, ça me va bien. Ensuite, on peut parler de Anthony Davis. Donc Anthony Davis, que moi j'avais mis en 10 et que vous mettez en 13. Et ça, je vous trouve un petit peu sévère avec Anthony Davis, parce que autant on pouvait lui reprocher pas mal de choses les dernières années, on pouvait lui reprocher de se blesser souvent, et encore, hein, si on met des choses en exergue et qu'on compare avec beaucoup de joueurs, c'est vrai qu'Anthony Davis, il connaît pas mal de petites blessures, mais au final, il a manqué moins de matchs que des joueurs comme un Stephen Curry, par exemple, sur ces dernières saisons. Curry a manqué plus de matchs que Anthony Davis. LeBron James, ça doit être pas mal, ça doit être assez similaire aussi, hein. LeBron James n'a pas joué beaucoup plus de matchs que Anthony Davis. D'ailleurs, en saison, LeBron James n'a pas beaucoup joué plus de matchs que Kawhi Leonard non plus. Ce qui fait la différence entre LeBron et Kawhi. Et c'est là que je me suis fait le plus d'ennemis, c'est parce que j'ai osé mettre Kawhi avant LeBron. J'avoue, je me suis planté. Malgré tout le bien que je pense de Kawhi et tout son niveau de jeu, c'est vrai que LeBron a fait une finale de conférence cette année et j'aurais dû mettre LeBron devant Kawhi parce que Kawhi... il n'y a pas la certitude de la blessure. Bref, on reparlera de LeBron après. Mais sauf que, sinon, on va continuer à en parler. Anthony Davis, moi, je l'aurais mis plus haut, et j'aurais peut-être même mis devant LeBron aujourd'hui, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est Anthony Davis, le go-to guy de ces Los Angeles Lakers. Le leader charismatique, celui qui a le mental, et qui va diriger son équipe, et qui va apporter un petit peu d'enthousiasme dans sa team, c'est bien sûr LeBron. C'est lui qui va parler dans les temps morts, et c'est lui qui va motiver, et ça mérite d'être mis en valeur. C'est aussi le meilleur joueur offensif des deux, mais pour moi, celui qui a le plus pesé dans cette équipe des Lakers en playoff,
playoffs, c'est clairement Anthony Davis, qui clairement presque à lui tout seul a détruit les Grizzlies, qui je trouve en plus de ça a réussi plus ou moins à rester en bonne santé cette saison. En playoffs, il est arrivé au top de sa forme, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, et il l'a montré. Anthony Davis, quand il est à 100% du niveau de la santé et au niveau du physique, c'est clairement un des meilleurs joueurs NBA, et clairement un des meilleurs intérieurs aussi, un des meilleurs two-way players aussi. Il peut vraiment, enfin, parce que clairement, je disais LeBron James c'était le meilleur attaquant des deux, ça c'est clair et net, il y a pas trop d'hésitation à faire là-dessus, mais c'est pas comme si Anthony Davis c'était un peintre en attaque de son côté. Donc pour moi, à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure où j'ai fait mon top 100, je comprends qu'il y ait débat. Je comprends la team LeBron James qui disent non mais LeBron James, t'as vu l'expérience qu'il a, le QI basket qu'il a, tout ça c'est vrai. Je comprends ceux qui pensent que LeBron James est au-dessus d'Anthony Davis. Mais moi je pense qu'aujourd'hui Anthony Davis c'est lui le joueur le plus important le joueur le plus important des Lakers. Et on l'a vu, forcément quand il est en bonne santé, les Lakers vont en finale de conférence. Ce qu'ils n'avaient pas fait quand LeBron James était là sans AD. Donc peut-être qu'un AD sans LeBron ne ferait pas la même chose. Donc c'est peut-être pas l'argument qui tient le plus la route. Mais quoi qu'il en soit, oui je trouve que LeBron James aujourd'hui il a plus le physique qu'il avait avant. Il défend quand même beaucoup moins bien, il consacre beaucoup plus son énergie à l'attaque, ça marche bien encore, hein, et si ça marchait pas, les Lakers n'auraient pas fait une finale de conférence. Mais voilà, clairement, aujourd'hui je mets Anthony Davis devant LeBron. Pas de beaucoup, mais je mets Anthony Davis devant LeBron, et donc oui, je mets Anthony Davis avant la place 13. Damian Lillard, vous le mettez en 12 avant Anthony Davis. Et ça, je comprends pas. Ça, par contre, je comprends pas. Lillard, je l'adore. Et je vais pas nier toutes les qualités qu'il a. C'est un scoreur complètement élite. C'est un shooter de fou. Enfin, il fait partie clairement des meilleurs snipers de l'histoire. Il a montré sa compétitivité maintes fois dans sa carrière, il a montré aussi maintes fois à quel point il pouvait être clutch dans sa carrière. Tout ça, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il peut encore l'être aujourd'hui, donc je pense que c'est pour ça que vous le classez top 12. Sauf que, en contrepartie, Damian Lillard, il a aussi de vraies failles. C'est un joueur qui défend très peu, qu'il faut entourer de façon assez spéciale et précise pour avoir les bons éléments autour de lui et pas se faire ouvrir en défense. Après, je l'ai mis top 15, hein, non, la différence est pas complètement folle, mais surtout, c'est un joueur qui a pas fait les playoffs depuis quand même un petit moment déjà, et qui a pas montré depuis un petit moment à quel point il pouvait passer des tours de playoff et porter son équipe. Ok, on se rappelle tous de tout ce qu'il a fait contre OKC et de son shoot sur Paul George, mais ça commence à dater quand même. Et ok, il a mis 71 points cette saison, tout ça, ça fait que pour moi il mérite d'être top 15. Mais Damian Lillard devant Anthony Davis, quand je vois l'impact d'un Anthony Davis en playoff, des deux côtés du terrain en plus, et à quel point il peut aider à porter une équipe en finale de conférence, et un Damian Lillard qui certes est moins bien entouré, mais ne fait pas les playoffs depuis quand même plusieurs années, et en plus de ça a subi pas mal de blessures, et peut susciter pas mal de doutes sur le fait qu'il peut encore performer, lui, pour qui l'âge avance, hein, comme tout le monde. Moi, ça, je suis pas d'accord. Tous les jours, je mets un Anthony Davis devant Damian Lillard aujourd'hui, malgré les qualités énormes de Damian Lillard. Après, je dis pas que je le mets 20 places devant, hein. Damian Lillard, je le mettais quand même dans mon top 15. Mais pour moi, Damian Lillard, c'est trop haut pour un joueur qui n'a pas participé aux playoffs depuis tant de temps. Donc c'est pour ça que je pense que le top 15 de Damian Lillard, je le conserve. Shai Gilgeous-Alexander, vous l'avez mis en 11. Moi, je le mets en 13. Ok, la différence est faible encore une fois, mais ça mérite qu'on en parle, parce que 2 places d'écart dans le top 20, ça commence à être un minimum significatif. La différence est pas folle, mais Shai Gilgeous-Alexander, la seule fois où il a participé aux playoffs dans sa carrière pour l'instant, c'était avec Chris Paul, et il avait pas le rôle qu'il a aujourd'hui. C'est bien, cette saison il a fini top 4 au MVP, il a permis d'amener une équipe d'OKC que personne n'attendait jusqu'au play-in, pour tout ça, chapeau à lui, c'est pour ça que je l'ai mis top 13, mais encore une fois, aujourd'hui je veux gagner un titre, je préfère avoir un Anthony Davis qu'un Shai Gilgeous-Alexander, je pense, parce que Anthony Davis, clairement, c'est un monstre des deux côtés du terrain, et il a déjà montré des choses en playoff que Shai Gilgeous-Alexander n'a pas montré. Je n'ai aucun doute sur le fait que Gilgeous-Alexander saura performer en playoff et saura assurer quand il aura ces responsabilités-là. Il est super il a plein de qualités, c'est un compétiteur, j'ai aucun doute. Mais même si j'ai aucun doute, je demande à le voir, et c'est des choses que j'ai vues chez Anthony Davis cette saison et que je n'ai pas vu encore chez Shai Gilgeous-Alexander dans sa carrière. Donc clairement, je pense que le potentiel de Shai Gilgeous-Alexander, il est clairement top 5, hein, dans un top 100 comme ça, peut-être même plus, qui sait, faudra voir. Mais pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle, vu que je ne veux pas parler du potentiel, je mets un Anthony Davis devant lui, par exemple. C'est mon avis, et je comprends tous ceux qui voient l'inverse, parce qu'en plus de ça, on le voit aussi, hein, de temps en temps, des joueurs qui sont sexy un petit peu à voir jouer, on les place un petit peu plus haut. Je me trompe peut-être, mais Damian Lillard, qui forcément est super sexy à voir jouer, j'ai l'impression qu'on est vachement plus tolérant avec lui parce qu'on l'adore. Et puis en plus de ça, il y a toute la narrative autour de sa fidélité à Portland qui nous donne envie aussi d'être tolérant avec lui. Mais j'ai besoin de faits, et je vais pas en faire des tonnes sur Damian Lillard, mais ces faits, Shai Gilgeous-Alexander les a pas fait quand Anthony Davis, lui, les a déjà fait. Bref, ça c'est pour la première moitié du top 10, mais on a beaucoup de choses à débriefer dans la deuxième moitié. On a 3 joueurs à débriefer, mais pas des moindres. Le premier, c'est Jimmy Butler.
que moi j'avais mis en 5 et que vous avez mis en 10, et pour vous ça a été un énorme blasphème, je l'ai vu dans les commentaires, je l'avais même vu sur Twitch, et je comprends très bien, parce que Jimmy Butler, sa saison elle est toute pourrie, elle est complètement éclatée, et il fait partie des responsables, je dis pas que c'est le seul responsable, mais il fait partie des responsables qui font que Miami a dû passer par le play-in pour se qualifier en play-off, et est passé à 2 doigts de même pas faire les play-offs du tout, et c'est clair que si Miami n'avait pas fait les play-offs, Jimmy Butler n'aurait peut-être même pas été dans mon top 10. Sauf qu'aujourd'hui, on a un Jimmy Butler qui, même s'il a raté sa saison, il a encore une fois montré qu'il pouvait élever son niveau de jeu en play-off. Il l'a fait, de toute façon, vous l'avez vu, le match contre Milwaukee, où sur les 2 derniers matchs, il marque 98 points, il fait 56 et 42. Donc oui, 98 points en cumulé, mais il a été fabuleux. Il a défoncé un Jrue Holiday, qui est l'un des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue, si ce n'est le meilleur. Il a upset avec son équipe de Miami, l'équipe qui venait de finir numéro 1 de la conférence Est, même si bien sûr elle a manqué de Giannis Antetokounmpo, mais sur les 2 derniers matchs où Butler il a mis 56 et 42 points, Giannis Antetokounmpo était là, et moi c'est ça, c'est ce que j'expliquais, je parlais des joueurs sur lesquels je pourrais compter si je veux gagner un titre tout de suite, après-demain ou à très court terme. Et ben Jimmy Butler, moi je vais compter sur lui, parce que je sais que oui, il va élever son niveau de jeu, et même si je comprends ceux qui disent que, ok, il a été excellent au premier tour, mais après il a rien fait. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, sur le deuxième tour, il a continué, même s'il était pas au niveau du premier tour. Et après, plus ça allait, plus ça se voyait qu'il était fatigué. Donc, moins il a impacté. Et comme je le disais tout à l'heure, en finale NBA, c'était même Bam Adebayo, le meilleur joueur de Miami. C'était même plus Jimmy Butler. Sauf que, moi, ce que j'apprécie chez Jimmy Butler, c'est que, en fait, grâce à son impact du premier tour, grâce à sa mentalité, grâce à son esprit de compétiteur, je trouve qu'il a... C'est peut-être moi qui me l'invente et qui me crée ma propre histoire, mais je trouve qu'il a un gros impact sur toute l'équipe de Miami, et sans un premier tour comme ça, on n'aurait pas des joueurs de Miami qui en plus devaient se passer de Tyler Herro qui aurait performé comme ça. Tout ça, ça se voit pas dans les stats, c'est du leadership, et ce leadership, il est super important pour moi, et parmi tous les joueurs qui sont dans cette liste, je trouve que Jimmy Butler, c'est peut-être l'un des meilleurs leaders. Enfin, je dis pas que c'est le meilleur leader, il y a des Nikola Jokic, il y a des Giannis Antetokounmpo, des Stephen Curry qui sont très bons là-dedans, mais c'est clairement l'un des meilleurs leaders. Alors maintenant, quand on regarde les joueurs qu'il y a devant lui, je comprends très bien qu'on mette LeBron devant, je comprends très bien qu'on mette Durant devant, je comprends très bien Booker, je comprends très bien Tatum, Doncic, un poil moins, mais je comprends aussi, mais sinon, en fait, je comprends aussi tout à fait qu'on mette Doncic devant lui. Tous ces gars, je comprends que vous les mettiez devant Jimmy Butler. C'est surtout que je pense que je donne vraiment trop d'importance aux playoffs par rapport à la saison régulière. La saison régulière de Butler, je rappelle, elle est pas bonne. Tous les joueurs qui sont devant lui ont clairement fait une meilleure saison régulière que lui. Par contre, est-ce que vous connaissez d'autres joueurs, et c'est un argument que je répète souvent, mais qui est tellement vrai, qui depuis 2020 ont fait 2 finales NBA et 3 finales de conférence. On rappelle que l'année dernière aussi, enfin l'année dernière, c'est l'année 2022-2023. Donc l'année d'encore avant, 2021-2022, Butler, il est passé à un seul shoot raté à 3 points de se qualifier pour une 3e fois en 4 ans en finale NBA. Pour moi, voilà, de toute façon, c'est le seul go-to guy de toute la ligue qui a eu une telle régularité dans les performances collectives de son équipe, et pour moi ça mérite d'être mis en valeur. Si je veux aller loin en play-off, Jimmy Butler est un joueur sur lequel je compte. Je comprends tout à fait que ce soit pas votre avis, peut-être que je le surestime aussi, mais je crois que s'il est dans de bonnes dispositions, que tu lui mets tout ce qu'il faut autour, il peut transformer une équipe de plombiers en une équipe de finalistes NBA, et ça, pour ça il a même pas besoin de performer, d'être le meilleur sur le terrain, il a juste besoin d'être présent, de jeter un regard, de motiver ses joueurs, et ça je trouve qu'il a quelque chose de spécial, Jimmy Butler, pour ça, et c'est pour ça que je le mets dans le top 5. Je referai mon top aujourd'hui, je pense que je le laisserai 5. Franchement, je pense que je le laisserai 5, parce que ça a beaucoup d'importance pour moi, même si je comprends que pour vous, ça ait moins d'importance. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ensuite, parlons de LeBron James, que j'ai mis en 12, que vous avez mis en 9. Je sais, ça a été un scandale pour beaucoup que je mette pas LeBron top 10, et je peux comprendre, bien sûr, mais comme je disais, moi je comprends tout à fait que vous le mettiez dans le top 10. Pour moi, le seul truc que je changerais, c'est qu'aujourd'hui, je mettrais LeBron devant Kawhi Leonard. Maintenant, est-ce que je le mettrais dans le top 10 ? Je suis pas sûr. Pour moi, aujourd'hui, même si LeBron a un impact énorme chez ses Lakers, même si c'est un des c'est peut-être même le QI basket le plus développé de la NBA, celui qui a l'expérience la plus folle, je trouve qu'il a moins le côté two-way player que certains autres ont. Alors, il a peut-être moins aussi les qualités athlétiques et explosives que certains autres ont. Il pèse peut-être moins sur les matchs qu'avant. Et voilà, c'est normal aussi, il a 38 ans LeBron, et déjà être top 10, top 12, top 15 et même top 20 à 38 ans, c'est quand même une folie. Je vous rappelle que LeBron James est le joueur le plus âgé de mon top 100. En vrai, je sais pas, peut-être que oui, je le mettrais top 10, j'ai peut-être un petit peu abusé avec LeBron, et c'est con, parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, et là je me rends compte qu'on est en train de vivre les dernières années de sa carrière, et qu'il va falloir en profiter fort. Peut-être que j'ai un petit peu abusé concernant LeBron. Est-ce que je l'aurais mis dans le top 10 ? J'aurais hésité, il aurait peut-être été à la limite du top 10, mais un Kevin Durant, aujourd'hui, je le trouve, même s'il est souvent blessé aussi, et c'est ça qui le pénalise. En vrai, un Kevin Durant qui est pas blessé, ça mérite sûrement un top 5. Donc, mais un Kevin Durant, je le trouve
plus performant offensivement qu'un LeBron James aujourd'hui, en 2023, plus performant défensivement aussi. Un Devin Booker, est-ce que c'est pas pareil? Si, mais même s'il a pas le même charisme, et même pas s'il a pas le même leadership, je trouve que oui, Devin Booker c'est peut-être un meilleur joueur offensif et défensif que LeBron James. Jason Tatum c'est pareil, et là on parle que de joueurs en plus qui ont fait des parcours au moins jusqu'au deuxième tour avec leurs équipes. Donc je comprends que ça débatte, et finalement je trouve qu'entre la place, je dirais Anthony Davis, j'ai envie de le mettre un peu plus haut parce que moi je l'aurais mis plus haut. Donc entre Jimmy Butler, LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker, Jason Tatum et Anthony Davis, j'ai l'impression que vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas non plus trop de blasphème. J'ai peut-être un peu sous-coté LeBron James, j'accepte clairement votre place en top 9, pour moi il n'y a pas de blasphème, et je comprends tout à fait que vous le mettiez dans le top 9, mais voilà, j'espère que vous comprenez mes arguments. Je trouve que les deux côtés du terrain sont trop importants aujourd'hui, et LeBron James n'est plus le même joueur qu'avant, même si ça reste un joueur complètement excellent et qui est toujours complètement élite. Et enfin, notre dernier désaccord, c'est Luka Doncic, que moi j'avais mis en 7 et que vous mettez en 5, donc le désaccord est quand même pas non plus complètement énorme, mais pour moi c'est précipité. Pour moi, Luka Doncic aujourd'hui n'est pas encore un top 5 joueur NBA, tout simplement parce que il n'a pas montré assez en playoff qu'il pouvait faire des grandes choses collectivement, et pour moi il suscite encore trop d'interrogations. Pour moi c'est un des meilleurs talents intrinsèque de la ligue, clairement il a le potentiel pour faire top 1 d'ici, et y rester en plus pendant plusieurs années. Ça se trouve, Dallas va faire une bonne saison l'année prochaine, je le mettrai top 1 et après il va y rester pendant 10 ans. Franchement, il y a un monde où ça arrive, et je l'exclus pas du tout, ça peut clairement arriver. Par contre, comme je disais, Luka Doncic, la seule fois il a passé le premier tour des playoffs c'était en 2022, les autres fois il avait perdu contre les Clippers, cette année il n'a pas fait les playoffs non plus, et j'ai toujours autant d'interrogations le concernant. C'est un talent monstre, comme il y en a peut-être pas d'autres dans la ligue, c'est le joueur qui a peut-être le plus de talent dans la ligue, qui a un futur qui est brillant, qui est monstrueux, et que j'ai envie de mettre en valeur, mais là c'est pas le but dans ce top 100. Le but c'est de parler du niveau actuel, et j'ai plus de doutes concernant Luka Doncic que concernant plusieurs autres joueurs que j'ai classés. Luka Doncic, pour moi, aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus difficiles à entourer de la NBA, parce qu'il a besoin du ballon pour briller, et parce qu'il ne joue pas off-ball. Et donc si tu ne mets pas des profils qui vraiment parfaits pour fitter avec lui, c'est-à-dire des 3&D, des mecs qui vont pas avoir besoin du ballon, qui vont pas faire la gueule s'ils passent leur temps à attendre dans le corner, qui vont le regarder créer pendant 20 secondes sur 24, et surtout qui vont défendre fort pour compenser les failles défensives de Doncic. Même si je le cache pas, il a fait des progrès dans le domaine défensif, et que là en plus de ça il a l'air fit, et c'est très bien. Je pense qu'il peut encore passer un step la saison prochaine. J'ai des doutes aussi concernant sa maturité dans certains matchs où on le voit râler auprès des arbitres au lieu de revenir en défense. Enfin voilà, toute cette petite maturité, mais c'est normal, il est jeune, mais tous ces petits côtés immatures, ou ce côté où il faut qu'il développe son jeu. On sait par exemple un Michael Jordan, jusqu'à ce qu'il soit coaché par Phil Jackson, il était coaché par Doug Collins il disait à Michael Jordan, vas-y fais tout, débrouille-toi. Il avait des stats de dingue, mais en tout cas en playoff, ça faisait pas grand chose. Phil Jackson est arrivé, il a monté l'attaque en triangle, il a créé un truc où Michael Jordan avait moins la balle et était moins responsabilisé, il a baissé ses stats, mais là il a gagné des titres, et à ce moment-là, à son époque, il est devenu le meilleur joueur du monde. Luka Doncic, il en est pas là, j'ai l'impression qu'il est encore dans la première phase. Arrivera-t-il à passer jusqu'à la deuxième phase? C'est tout ce que je lui souhaite, mais pour moi, il en a besoin de passer dans cette deuxième phase pour être top 5, et c'est la raison pour laquelle pour moi il n'est pas encore top 5. À lui de mûrir, à lui il va falloir aussi qu'il trouve les bons coachs, parce que j'avoue que je ne crois pas forcément en Jason Kidd, mais s'il ne trouve pas le bon coach, à lui aussi d'avoir l'espèce de déclic mental pour se rendre compte de ce qu'il faut mettre en place, quitte à se sacrifier un petit peu individuellement pour gagner plus collectivement. Pas évident avec le contexte qu'il y a à Dallas, où il a que Kyrie Irving à ses côtés, et en plus de ça le feat avec Kyrie Irving est pas évident. C'est dur, il a tout plein d'excuses, je le conçois, Luka Doncic, mais voilà, encore une fois, je le répète, j'ai besoin de plus de certitude le concernant avant qu'il soit top 5. Pour moi, c'est un petit peu précipité, même si en le mettant au top 7, je suis pas loin du top 5. Quoi qu'il en soit, rendez-vous compte, mine de rien, sur cette page-là, tout le monde a fait les playoffs. Ah non, Damian Lillard non plus, Shai Gilgeous-Alexander non plus. En tout cas, parmi les joueurs c'est le seul joueur du top 10 qui n'a pas fait les playoffs, donc déjà ça montre à quel point individuellement je le considère, et je suis conscient qu'il est très bon, parce que vous l'avez compris, performer en playoffs c'est quand même un critère essentiel pour moi quand je fais ce top 100. Maintenant, bien sûr, il a déjà montré par le passé qu'il pouvait performer en playoffs, on sait qu'à chaque fois en playoffs il est énorme, donc ça rajoute un petit peu, ça rajoute de l'eau à mon moulin. N'empêche que voilà, se rendre compte que j'ai mis top 7 un joueur qui n'a pas fait les playoffs en 2023, ça montre à quel point il est talentueux, mine de rien. Quoi qu'il en soit, il y a un désaccord de 2 places, mais pour moi, le désaccord de 2 places a beaucoup plus de sens que d'autres désaccords de 2 ou 3 places. Parce que Luka Doncic top 5, j'ai l'impression qu'il passe une barre que pour moi, il a besoin de prouver plus de choses, en tout cas pour passer. Ma phrase était pas très française, mais je pense que vous l'avez comprise. Épilogue. Ok, si on fait le bilan, grosse surprise, parce que
On a parlé ensemble là de nos plus gros désaccords et je vous ai fait faire plusieurs votes là à travers ce live pour savoir quel était le joueur, quel était selon vous mon plus gros blasphème. Et j'étais persuadé que ça allait être soit Kawhi Leonard, soit LeBron James. Je m'attendais à défendre LeBron James en disant, mais voilà, regardez, même s'il a fait d'excellents playoffs, il a été qu'en third team. Third team, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même 10 joueurs devant lui, et encore plus maintenant où les All-NBA Teams ne prennent plus en compte les tops. Après, bien sûr, tout peut être relativisé avec les playoffs de LeBron et avec le parcours des Lakers, mais tout peut être encore relativisé parce que je voyais Anthony Davis meilleur, en tout cas de ma perception, que LeBron dans cette campagne de playoffs. Peu importe, quoi qu'il en soit, LeBron James n'était pas non plus celui qui pour vous était mon plus gros blasphème. Et d'ailleurs, Kawhi Leonard non plus, et ça j'ai été assez étonné, parce que Kawhi Leonard, pour moi, clairement, si je devais aujourd'hui prendre du recul et dire quel était mon plus gros blasphème dans ce top 100, je dirais que c'est Kawhi Leonard que j'ai surcoté, en mettant top 11, et il joue pas assez de matchs pour être top 11 aujourd'hui, je l'admets complètement, je mettrais un Kawhi Leonard derrière LeBron, malgré tout le talent de Kawhi Leonard. Je pense que si on met les deux joueurs au top de leur forme aujourd'hui, Kawhi Leonard est un meilleur joueur que LeBron, sauf que LeBron, en playoff en tout cas, lui, il est là quand Kawhi Leonard n'est pas là, et pour moi c'est un argument suffisant, je pense, que j'avais pas assez pris en compte à l'époque de mon top 100. Donc ça, c'est mon plus gros blasphème. Mais pour vous, mon plus gros blasphème, c'est d'avoir mis Michael Bridges trop bas. Donc mon plus gros blasphème, ça a été d'avoir mis Michael Bridges 39, quand vous l'avez mis en 32. Et tout ça, ça peut s'entendre. Comme je vous le disais, pour moi, voilà, ce gros blasphème de Michael Bridges, selon vous, donc 7 places d'écart, on va remettre le visuel d'ailleurs où il apparaît. Donc il était ici, Michael Bridges, donc il est là. Vous 32, moi c'était 39. Comme je vous disais, il y a eu des débats que je trouvais assez intéressants avec Tyrese Haliburton, parce que je disais que, moi dans mon top c'est marrant parce que j'avais inversé ces deux places. J'avais mis Tyrese Haliburton en 32 et Michael Bridges en 39. C'est vrai que ce que je reprochais à Michael Bridges, c'était de pas avoir assez montré sur la durée qu'il pouvait porter une équipe jusqu'en playoff, alors que Tyrese Haliburton n'a pas porté sa team jusqu'en playoff non plus. Donc c'est vrai que cet argument, à la base, en tout cas au premier coup d'œil, pouvait ne pas tenir la route. Mais au final, Tyrese Haliburton, sur toute la première partie de la saison avec Indiana, et même plus, jusqu'au All-Star Break, je dirais sur les 50-55 premiers matchs de la saison d'Indiana, on avait une équipe des Pacers qui se trouvait entre la 6e et la 8e place, et qui était vraiment menée par un Tyrese Haliburton qui, pour moi, sur une grosse partie de la saison, sur une 60aine de matchs, a prouvé qu'il avait le niveau nécessaire pour amener son équipe en playoff. Ce qui s'est passé, c'est qu'après il s'est blessé, et tout le jeu des Pacers s'est complètement délité, et on a vu que non seulement sans Tyrese Haliburton, ce jeu des Pacers n'était plus du tout le même, mais qu'en plus de ça, Tyrese Haliburton, non seulement il était fort individuellement, mais en plus de ça, il portait ses coéquipiers vers l'avant, et il permettait par exemple à des joueurs comme Bénédicte Mathurin de faire des grosses stats offensivement et au scoring, qui bien sûr, mais Bénédicte Mathurin a connu le Rookie Wall, mais je suis persuadé que l'absence de Tyrese Haliburton aussi lui a fait du mal par exemple, et c'est pour ça que Tyrese Haliburton, moi je le mettais en 32. Maintenant peut-être que je me suis un petit peu trop enflammé, j'avoue, concernant Tyrese Haliburton, et je disais que Michael Bridges, pour moi il avait pas assez montré sur la durée qu'il pouvait porter une équipe. Je dis pas qu'il est pas capable de le faire, je dis que j'avais quelques incertitudes par rapport à ça, et c'est vrai que Michael Bridges il l'a montré sur la deuxième partie de saison, mais à partir du 55e match, donc il a montré ça sur une trentaine de matchs, contre pour moi une 60aine pour Haliburton. Bridges a été énorme des deux côtés du terrain, du côté de Brooklyn, clairement. Mais à lui maintenant de me montrer. Moi je veux bien accepter que c'est mon plus gros blasphème. Je comprends tous ceux qui sont complètement hypés par Michael Bridges, et c'est vrai que c'est un excellent joueur, un super two-way player, qui est devenu vraiment un super attaquant, et qui a toujours sa défense élite. Donc clairement, je comprends que vous le mettiez en top 32, il a le potentiel pour même viser le top 25, et peut-être même encore plus haut, Michael Bridges. C'est juste, j'ai besoin de plus de temps et plus de certitude. Donc voilà, à lui, là, il va jouer à Brooklyn encore cette saison, il va encore avoir tout plein de ballons et tout plein de responsabilités. S'il continue à avoir le même impact à Brooklyn, et qu'il qualifie ses Nets en play-off, clairement il pourra viser bien plus haut que la place 39 que je lui avais mise, mais sûrement même bien plus haut que la place 32 que vous lui avez mise. Donc voilà, on finit là-dessus. C'était plutôt cool de débriefer tout ça, et même si ce live était un petit peu décousu, parce que c'était de la totale impro, et que j'ai essayé d'échanger au maximum avec vous, mais voilà, c'est officiel, en tout cas vous avez voté. Mon plus gros blasphème dans ce top 100 NBA 2023, ce n'est pas Kawhi Leonard, ce n'est pas LeBron James, même si c'est eux qui ont suscité le plus d'émotions et de débats en commentaire, le plus d'insultes même parfois, mais non, c'est bien Michael Bridges, j'assume, mon blasphème c'est Michael Bridges. Selon vous, selon moi ça restera quand même Kawhi Leonard. Voilà pour ce qui est de mes plus gros blasphèmes dans mon top 100 NBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Vous vous rappelez sûrement aussi, j'avais lancé un concours avec un abonnement au NBA League Pass à la clé. Sachez que j'ai annoncé le nom du gagnant lors du dernier live, et il a été contacté directement par email. Mais du coup, moi ce que je veux savoir, c'est ce que vous en pensez de tout ça, de cette analyse, de ce débrief, et de mon top 100 NBA 2023 de manière générale. Si vous ne deviez retenir qu'un seul blasphème dans la liste de 100 que je vous ai proposé, lequel serait-il à vos yeux? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de savoir si vous allez tous vous mettre
être d'accord. Et puis pour bien finir, tu connais, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce vers le haut, juste en dessous, et à t'abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça apporte énormément de force, alors je vous remercie la team, et je vous dis à très vite.